Ivoirien doit avoir son village. C'est quoi son patois? Celui qui est derrière, il parle quoi? Il parle quoi? Il peut parler? Non. C'est quoi son village? On ne connaît pas. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà ce que je dis. On est ensemble. Ok. Avant que Oui. mon frère Zoku ne prenne la parole. Ah, c'est Olivier Blake qui va conclure. Vas-y. Non, il a descendu. Ah, d'accord, donc on y va. Ouais, non, je disais que, Mathieu, moi, ça me plaît trop quand tu parles comme ça. Tu vois? Les gens souffrent de la vérité. Ils souffrent de la vérité. Avec tout ce que tu as dit là, il n'y a aucune invention dedans. Ce sont des faits réels. Le PDCI nous a envoyé Ouattara. Il savait très bien que ce gars-là, il n'avait aucun sang ivoirien qui coule en lui, un vrai bouki. Mais ils nous l'ont dit, non, c'est un Ivoirien, c'est un de nos frères, son grand-père à Congo, ses pieds sont ici, sa tête est là-bas, n'ayez pas peur, il va venir soulever la Côte d'Ivoire. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez voir. L'économie du Japon là, c'est lui. L'économie de la Russie là, c'est encore lui. Ils nous ont rabâché les oreilles avec des mensonges puérils, juste pour nous faire avaler ce qui ne peut pas être contenu dans la bouche et dans la gorge. Et c'est comme ça qu'ils nous ont imposé Ouattara. La Côte d'Ivoire a mal de qui en ce moment? C'est pas Alassane Ouattara. C'est nous qui sommes allés le chercher. Nous-mêmes là, est-ce que nous on savait que ce gars-là, il vivait, il existait quelque part sur la terre? Il n'y a que le PDCI passait, je sais pas moi, par cette alchimie dont seuls ils ont le secret. C'est eux qui nous ont ramené ce gars-là. Est-ce à dire que les Ivoiriens n'ont plus cette intelligence-là pour pouvoir faire face aux problèmes endémiques que traverse la Côte d'Ivoire, surtout économiquement parlant? Mais je comprends. Tu sais, c'est eux qui ont détruit notre intelligence. Et ça, je vais toujours le dire. Quand vous avez des gens comme Enes Boka, qu'on accuse de faux complots, Enes Boka, là, mais ce sont des érudits. Si aujourd'hui, on peut un peu taper la poitrine, avant, parce que maintenant, les gens en ont fait, ils ont fait notre éducation, tout et n'importe quoi. Mais si avant, on pouvait être fier de ce que le pays avait comme système éducatif, mais le père de cela, c'est Enes Boka. Enes Boka, il était respecté de par tous les présidents, même au-delà des frontières ivoiriennes et tout ça. Oufou l'arrête. Faux complot. On le met en prison. Et puis, subitement, on nous dit que le monsieur s'est pendu avec un pantalon. Ça a tellement choqué les Africains que des présidents africains sont venus demander des comptes à Houphouët-Boigny. Mais comment c'est possible? Parce que ce sont ces gens-là, ceux qui nous comptons, mais pour pouvoir nous aider à amorcer un développement très clair. Non content d'avoir fait passer Enes Boka par le fil de l'épée, je vais dire ça comme ça. Les autres là, où ils sont? Les Biakabouda, tous nos parents, les Jean-Baptiste Mouké, les Amadou Koné, des gens qu'on a mis en prison pour des complots, mais qui n'ont jamais existé ou qui n'existaient que de nom. Donc, ils ont l'apanage de tuer l'intelligence ivoirienne. Et ils vont nous gaver avec des noms nationaux. On a vu les Ndao qui ont été dans le gouvernement ivoirien ici. Il y a eu plein de gars et tout ça. Mais lui-même, celui dont on parle là, est-ce que son vieux là, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire, je sais pas, en 62 ou quoi là? Non, je veux dire quoi? Ils n'ont jamais eu confiance aux valeurs ivoiriennes propres. Tu vois? Et ça nous crée tout le mal possible. Ouattara qui nous ont emmenés là. Tout ce que nous sommes en train de subir là, c'est de la faute à qui? Mais non content de nous avoir ramené Ouattara, mais ils sont encore allés se livrer à lui. Parce que quand Ouattara mène la guerre par le truchement de la rébellion, moi j'aurais cru que le PDCI, qui est un parti de paix, allait se ranger du côté des Ivoiriens pour bouter hors de la Côte d'Ivoire l'envahisseur. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le parti dit de paix s'est mis du côté de ceux-là qui créent la guerre. Moi j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. C'est eux qui, conscients que Ouattara n'a jamais gagné d'élection, mais c'est le PDCI qui vend ses voix à Ouattara parce qu'on leur aurait promis quelques postes ministériels. Ça dit que, non, je veux dire, ce n'est pas sérieux. Mais le président Henri Konan Bédié, je veux quand même respecter un peu quelque chose de grand qu'il a fait. Un homme là, ce n'est pas tant le mal qu'il commet là qui est grave, mais c'est le fait de comprendre que ce qu'il a fait est mal. C'est ça qui fait un homme. Et Henri Konan Bédié a décidé de ne plus utiliser le PDCI comme un instrument de malheur contre les intérêts des Ivoiriens. Donc il a décidé de s'extirper de ce tsunami-là qui emporte à chaque fois la vie des Ivoiriens. Et il a dit que les Roumains ouvertement, il s'en est pas caché. Dieu merci, c'est un héritage qui va prospérer longtemps, qui va traverser le temps et les espaces, parce que il aura au moins, non seulement sauvé son honneur, mais il aura écrit son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il le dit, moi je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir été avec ce gars-là. Un regret, ça veut dire que tu es conscient que tu as commis un acte qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Et Henri Konan Bédié a décidé de donner un autre sens à la marche du PDCI. Quand je dis ça,
il a marqué cela par des faits clairs. Il ne voulait plus servir les intérêts occidentaux. Clairement, c'était défini. Il a compris que c'est pour les Ivoiriens qu'on doit se battre. Il a compris que c'est aux côtés des Ivoiriens qu'on doit désormais se battre parce qu'il faut leur léguer un pays libre. Mais quand chaque agent vient là, il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce qu'il est dans cette lignée-là? Non. Il va aller vers le bourreau de celui qui a stressé son ancien patron, celui dont il est redevable, celui à qui il doit tout. Il va aller vers lui pour dire non, tu es mon vieux, tu es mon chef, j'ai la même vision que toi. Et d'ailleurs, le PDCI que le vieux sénile Bédi a laissé là, c'est sous ta sagesse que j'entends gouverner ce PDCI là. Donc tu vas m'y aider. Attends, il salit, il souille la mémoire, non seulement du président Ekonan Bédié, mais il prouve qu'il n'en a que du PDCI. En fait, c'est une monture qui va lui servir à souhait pour que un jour il devienne président, c'est tout. Ceux qui piaillent là, le gars qui écrit dans le commentaire, qui dit que y a quoi à nous là, lui, il est apparu quand? Et puis tu vois, quelqu'un qui est assis à Abidjan, c'est lui qui fait vidéo pour inciter. Mais moi, je comprends. Tu ne le verras pas être assis à Abidjan, alors qu'il sait très bien que Ouattara muselle les libertés. Ouattara jette en prison toute forme de revendication. Et Ouattara est prêt à tuer au plus petit des Ivoiriens si jamais cet Ivoirien-là essaie de faire entendre sa voix. Voilà JFK qui est en prison. Les groupes siamistes là. Surtout, il y a un là. Soleil, tu connais Sidonie? Il y a un ami qui s'appelle Sidonie. Oh, celui qui a les cheveux en caoutchouc sur sa tête, qu'il appelle dreadlocks et puis la tache là. Mais c'est Sido. Non, il s'appelle, ouais, Sidonie. C'est les Sidonies là. Voilà, c'est les Sidonies là qui sont les communicants. C'est-à-dire, c'est eux qui font la communication publique du PDCI. C'est-à-dire des gens dont le... Bon, faut pas que je rentre trop loin, c'est pas votre truc. Et puis, ils sont à Abidjan et eux, ils veulent critiquer Ouattara. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que ils ne pourront jamais le faire. Donc, pour montrer, ou alors pour vous jouir d'une certaine forme de liberté, c'est Babo, ils ont trouvé comme Makiwara. Mais Babo, là, quel est le mal à la vérité, à la source qu'il a fait au PDCI? Non, ils vont pas pouvoir te le dire, tu vois. Et moi, je n'accepterai pas que ce parti-là, ce parti qui vend la Côte d'Ivoire à chaque fois, à tout de bras, que ceux-là se permettent de dire des choses qui ne sont pas vraies sur mon leader. Le RDR, je peux l'accepter, puisque eux, je dirais quelque part, même si c'est pas acceptable, mais c'est de bonne guerre. Eux, ils peuvent insulter Laurent Gbagbo. Mais pas le PDCI. C'est pas possible, parce que eux, je veux dire, c'est le mal même de la Côte d'Ivoire. Tu vois? J'ai une vidéo du gars ici. Après la marche du 9 août, comme c'est un ça profite, il s'est empressé de faire une vidéo publique. Comme s'il voulait quelque part mettre les feux des projecteurs sur lui. Comme s'il voulait dire que la marche du 9 là, genre, c'est parce que lui, chaque adjoint, il était dedans, quoi, que forcément la marche a déjà foule. On est dans un combat. Un combat n'a pas forcément de paix. C'est la victoire qui a plusieurs paix. Mais tant que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, on ne se congratule pas. Ou alors on ne sait pas de tirer le drap de son côté. On ne sait pas de prendre toutes les gloires possibles. Mais c'est lui le premier qui sort pour dire non, la marche du 9, vous avez vu, je suis fier des Ivoiriens. Vous avez vu ce qu'on a accompli. Et je l'ai accompli aux côtés du PPACI et du président Laurent Gbagbo parce que nous voulons faire face au 4e mandat. Nous voulons... Tu vois, là, il va sortir toutes ces dingueries là pour dire qu'il est fier de se battre aux côtés du président Laurent Gbagbo, qui plus tard, il va se retrouver dans un communiqué ou alors dans une adresse à ses militants pour jeter des pics au PPACI, pour dire du PPACI que c'est un parti violent. Et c'est un parti que eux, ils ne marchent pas dans la violence. Mais il y a quelques mois à peine, tu disais être fier de te battre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Voici ces incongruités, ces approximations, ces hésitations qui ont fini de nous convaincre que celui-là, il n'y a pas plus plaisantin que lui. Ce n'est pas la politique, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce que tu as des amis à l'international que tu vas te faire parachuter président. Non, il y a des étapes, tu ne peux pas les brûler. Même Ouattara qu'on a parachuté là. On n'a pas vu comment Ouattara a capacité. Regarde comment même Ouattara, même il a fait couler beaucoup de sang d'abord. Après, à plus forte raison, toi, tu viens d'arriver à peine. Non, je pense que tu ne vas pas être le Ouattara bis qui nous sera servi. Voilà. Puis c'est des menteurs. Non, il a fait, comment on appelle ça? Crédit Suisse. Il a tué là-bas. Il a tué là-bas. Il a tué quoi là-bas? Il a fait quoi là-bas? Il a fait quoi? Il a créé quoi là-bas? J'ai tous les scandales de Crédit Suisse ici, sous mes yeux. Et ça, parce que je vais prendre le temps de parler de l'homme en question. Vous voyez, je vais prendre le temps de parler de cet homme-là. Quelqu'un qui vient protéger les intérêts capitalistes. Et puis on veut nous faire croire que le capitalisme, ben non, le capitalisme est très mauvais pour les économies africaines. Très, très, très mauvais. Très mauvais. Parce que pour certains pays occidentaux,
ça fonctionne. À cause du modèle économique qu'ils ont choisi, à cause de leur culture, à cause d'un contexte qui prévaut depuis bien longtemps. Donc, ils ont adapté cela et ça leur va bien. Mais quand on oppose cela, aux économies africaines, c'est un désastre. Nous, on ne travaille pas pour ouvrir notre économie aux capitaux étrangers. La preuve en est, tout ce qu'on a comme richesse ici, les puits de pétrole, tout ce que vous voyez, comment on appelle ça, les investissements massifs de ces fonds étrangers là. Est-ce que la Côte d'Ivoire en tire quelque chose? Non. Ce n'est que ces entreprises-là qui deviennent de plus en plus riches. On a des cas patents. Ça coûte quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à construire une tour de 272 milliards, mais surtout à faire un chemin de fer de 1000 milliards, alors que 1000 milliards peut nous permettre de créer un deuxième Abidjan. On sait qu'on a vraiment besoin d'une décentralisation. On est tous, on suffoque Abidjan. Les Tchamis qui sont à Abidjan, là, ils voient ça, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir pour le dire. Ils savent très bien que Ouattara a fait des promesses, que dès qu'il prend le pouvoir, non seulement il ne résiderait pas à Abidjan, il sera à Yamoussoukro, mais il va appliquer le cas de Brésil et à Abuja pour désengorger, mais surtout pour faire une décentralisation marquée et actée. Mais il est assis à Abidjan là-bas, il est dans bouteillage, veste là, ça serre son cou, il transpire, mais il faut le voir, il fait de mettre beaucoup de filtres et puis là, ses lèvres maintenant. Or, il sait que ce qui se passe là, c'est pas bon. Tu vois? Et ces gens-là veulent nous donner à nous des leçons. C'est pas possible, c'est pas tenable. C'est pas possible, c'est pas tenable. Quand tu ne peux pas critiquer, quand tu ne peux pas être dans la vérité, frère, tu n'es pas obligé de parler, il faut te taire. Ce que tu vas aller chercher là, va prendre ça. Parce que nous là, nous parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler. Nous parlons pour les populations qui souffrent, qui ont bien envie de parler, mais qui, je dirais par télépathie, nous lèguent leur souffrance pour que nous puissions en parler. Parce que nous sommes dans des conditions où nous pouvons dire des choses. Donc si tu ne peux pas dénoncer la souffrance dans laquelle les Ivoiriens sont. Moi, je t'ai jamais vu faire un post sur JFK. Je t'ai jamais. JFK là, c'est ton petit frère. Mais on l'invite à la télé et puis il dit à Ouattara, frère, mais tu peux pas être président du RHDP en même temps être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un bon exemple. Parce que tu confonds drastiquement les intérêts du RHDP à ceux de la République. Comment ça se fait? Il le dit. C'est ça, quelqu'un de valeureux. Même Chaka Djan peut pas faire ça. Il peut pas dire ça. Quand lui rentre à Abidjan là, c'est pas aller gratter sa tête dans Ouattara. Et puis il va s'abaisser. Non, Alassane Ouattara, on a la même vision. Je vais copier sur lui. Parce que tu vois. Mais Jean-François Kouassi peut dire à Ouattara, tu n'es pas digne d'être à la tête du RHDP et en même temps président de la République. C'est ça. Un jeune homme qui a compris les enjeux, la souffrance des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous allez venir nous faire quoi ici? Et puis, venir se jouer comment on appelle ça? Comment on appelle ce terme-là m'échappe? Venir en Côte d'Ivoire et puis venir se jouer les chefs. Non, ça ne passera pas. Moi, je dis, vous là, on est vous. Moi, j'ai pas d'oreille pour tous les frères qui m'appellent non, machin, non. Et puis, sachez que le PPAC, c'est une grande famille. On a des frères qui communiquent pour Laurent Gbagbo. Quels que soient les bisbilles qu'il peut y avoir entre nous, on reste des frères. On peut se marcher là-dessus, oui. On peut se tirailler. Mais nous sommes les enfants d'un même père. Je ne suis pas sûr que si on se retrouve dans un bureau de vote, on va voter une autre personne autre que Laurent Gbagbo. Donc, le aide-moi à détester que vous essayez de faire en allant sur les panels des autres frères pour dire non, vous voyez ce que ceux-là ils font, non, ils sont pas bien. Et puis, pensant que ces frères-là vont nous tirer là-dessus, mais vous mentez. Vous mentez. Parce que ces frères-là, si on se voit, on va se faire des accolades. Ces frères-là ne poseront jamais leur caméra pour insulter Laurent Gbagbo comme vous le faites. Pour dire quoi? Pour dire que les enfants du président Laurent Gbagbo, là, ils ont la culture de la retrouvaille, mais surtout, ils ne perdent pas de vue le combat du président. Ben, c'est ça qui fait qu'on se comprend. C'est ça qui fait qu'on se comprend. C'est ça qui fait que fondamentalement, même si on se tiraille, on n'oublie pas l'essentiel. Voilà. Et c'est pas parce que mon frère m'a insulté sur son panel qu'il devient et se transforme en un ennemi. Ce n'est jamais mon ennemi. Jamais. Parce qu'il parle pour Laurent Gbagbo. Donc moi, de ce fait-là, je ne peux pas prendre un frère qui défend les intérêts du président Laurent Gbagbo comme un ennemi. Ou autre chose. Mais c'est à vous, là, qui parlez mal du leader, alors que c'est le gars qui n'a même pas créé de noise au PDCI. Dites-nous ce que Laurent Gbagbo a fait au PDCI. Dites-nous le mal, dites-nous ce qu'il a fait. Et puis on dit, oui, vraiment, ils ont raison un peu quand même de... Dites-nous. Pendant qu'on dépaissait la Côte d'Ivoire sur la table de Marcoussi, là, de quel côté étiez-vous assis? Vous étiez assis du côté de la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo qui s'est vertueux à maintenir le pays debout, à garantir au moins la vie des Ivoiriens. Vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez en train de vous mettre dans G7, toute la rébellion réunie, tout le RDR réuni, et puis vous avez prêté même un de vos cadres pour être président du directoire pour travailler contre les intérêts des Ivoiriens. Ça s'est soldé par les bombardements sur la résidence d'un président de la République. Et puis vous en êtes fiers. Et puis vous là, vous allez venir parler du président Laurent Gbagbo. Ce n'est jamais quelqu'un qui peut être devant. Et puis je vous le dis,
Quand on est dans un front là, et puis le président, avant de rentrer dans ce front, d'abord, ce front s'appuie sur des bases revendicatrices qui sont très simples, dont tout le monde a connaissance ici. Je n'irai pas plus loin que ça, mais je dis, quand Laurent Gbagbo dit sauvons le PDCI là, allez-y vous poser la question, on sauve le PDCI de qui? Parce qu'il n'a pas dit de qui. Il a dit seulement qu'il faut sauver. Voilà. Donc, posons-nous les bonnes questions. Soleil, je vais laisser la parole. Merci. Tu as fini de tout dire, M. Zoku. En tout cas, la parole est à vous avant que les femmes ne parlent. Mais Hans, tu as tout dit. Vraiment. Ouais. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un thème précis ce soir ou bien chacun suit un peu son inspiration? Non, non, chacun ne suit pas son inspiration. Quand tu es monté, tu as vu qu'il y a un gars derrière Soleil là-bas. Oui, oui. Et puis tu as vu qu'on parle, on dénonce quelqu'un. Il n'y a pas au thème. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir ce que j'entends. Comme quoi, il y a des négociations intenses entre le pouvoir et le PDCI pour une éventuelle rentrée au gouvernement. Est-ce que finalement, l'entrée au gouvernement du PDCI, là, est-ce que c'est finalement... Mais, est-ce que c'est attends, mais beaucoup, moi, je vais te retourner la question. Oui. Est-ce que même on a besoin d'attendre qu'il y ait une quelconque négociation? Le PDCI, là, ils ont décidé d'aller faire fonctionner normalement les institutions d'un 4 mandats illégal. Ils ont déjà négocié. Okay, tu ne crois pas? Voilà, donc, non, on a même, qu'ils rentrent au gouvernement ou pas, là même n'est même pas la question. Ils ont déjà donné la caution légale. Parce que quand déjà, avant des élections, tu abordes une certaine posture, en toute connaissance de cause, tu dis que les conditions ne sont pas réunies, mieux, le gars qui est derrière Soleil là, il a fait une lettre explicative de ce pourquoi ils vont aller aux élections. Oui. Il dénonce clairement les conditions qui ne sont pas remplies pour aller aux élections. Et puis quelques jours après, il y va, sachant très bien qu'il ne va rien y gagner, mais c'est parce qu'il a déjà fini de s'entendre avec quelqu'un. Ils ont décidé simplement de servir des intérêts. C'est tout. Sinon, ils ne pourront absolument rien apporter. Donc, ils rentrent au gouvernement ou pas. C'est même pas ça qui est utile. Ils ont déjà fait le pas le plus important. Voilà. Merci. Ok. Donc, vraiment, moi, sincèrement, dès que ce monsieur est venu pour dire qu'il va s'engager sur la scène politique, dès le départ, je fais partie de ceux qui avaient déjà un doute face à lui. Mais là, c'est-à-dire, je voyais dans mes discussions avec les gens, qu'on était au front commun, je disais non, laissons le pillage de lui là, parce qu'on veut mettre le maximum des gens dans les rues. Celui-là, on va faire son débat, sa polémique après. Mais là, franchement, s'il rentre au gouvernement, je sais le PDCI, il ne faut pas s'attendre à grand chose d'eux en termes de combat du terrain pour renverser un système établi. Ils ne sont pas là pour ça. Mais vraiment, je ne m'attendais pas, franchement, à ce que lui là, il accepte de rentrer dans un gouvernement, parce que s'il le fait, c'est sa mort politique. Bon, pour revenir à ce que tu as dit, vous avez fait beaucoup de développements qui sont corrects pour éclairer les jeunes qui peut-être peuvent être naïfs face à certains arguments. Effectivement, comme l'a dit Hans, le PDCI, il n'a jamais été un parti de combat. Je vais vous relater une anecdote. Vous savez, il y a le biographe d'Houphouët-Boigny, Frédéric Gramel, qui a fait un livre et qui a recueilli des témoignages des gens qui ont eu des contacts avec Houphouët, que ces gens-là relatent leurs témoignages. Et donc, il y a Eugène Dieu, qui avait été dirigeant de la FESI, qui a expliqué son témoignage. Parce que, face aux grèves incessantes, ils ont eu un jour à rencontrer Houphouët, le bureau de la FESI, face à Houphouët. Et là, je vais vous relater ce qui est écrit dans le livre sous la plume d'Eugène Dieu. Vraiment, ça va vous étonner. Eugène Dieu dit, Houphouët, devant discuter avec les étudiants, il a demandé à tout le monde de sortir, même à Wenyen. Tout le monde est sorti, il n'y avait pas de micro. Et puis Houphouët était devant les étudiants, phare. Il dit, bon, vous là, je vous écoute. Il dit, les étudiants ont égrené tous leurs problèmes sans être interrompus par Houphouët. Quand Houphouët a fini, Houphouët a résumé l'essentiel de leurs points. Ils étaient déjà d'accord. Pour quelqu'un de 80 ans qui n'a pas pris de notes, qui a récapitulé, ils étaient déjà d'accord. Et puis tu sais ce que Houphouët leur dit? Houphouët dit, mes petits, c'est vrai, vous luttez. Je reconnais que vous êtes des combattants. Mais vous aimez trop pleurer. C'est comme ça les Blancs nous ont chicotés. Vous aussi, on vous chicote un peu seulement, vous criez, ah, mais vraiment, vous êtes des lutteurs. J'ai compris ce que vous avez dit. C'est vous là qui allez lutter pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, depuis que moi j'ai fait mon combat là, il n'y a plus de lutteurs dans ce pays. C'est Houphouët qui leur dit ça. Hein. Houphouët dit, j'ai bien pris note de vos doléances. Je vais en séjour à l'étranger. Dès mon retour, vous serez les premiers que je vais recevoir. Et là, il est parti, il est revenu et il est mort. Houphouët qui dit aux gens de la FESI, depuis que nous on a fini de lutter là, il n'y a plus des gens courageux qui mènent une lutte. Donc c'est vous, vous êtes des vrais lutteurs.
pour revenir sur ce que Hans disait, pour dire que le PDCI de l'après-Oufoué, là, ce n'est pas un parti de combat. On a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas un parti de combat. Donc, bon, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne devrait pas nous étonner. Mais, jusqu'à rentrer dans le gouvernement, déjà la lettre qu'il a faite, tout juste avant les législatives, ça indiquait déjà une tendance. Mais jusqu'à rentrer dans le gouvernement, franchement, je voyais Thiam qui gardait un dernier fond d'intelligence pour ne pas franchir ce pas-là. Parce que là, c'est sa mort politique. Hein. Il est déjà dans un coma politique. S'il s'amuse à faire ça, vraiment, ça serait sa mort politique. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Moi, vous savez, je dis souvent, il y a des petites problématiques sur lesquelles je ne m'attarde plus trop. Parce que pour moi, la chute de Ouattara, là, ça ne viendra pas dans le cadre de l'activité conventionnelle d'un parti politique. C'est comme ça que moi je comprends ça, quoi. Regardez l'ANC. Ils ont mené le combat pacifique. Ils ont sensibilisé l'opposition. Après, ils ont créé la branche armée. Si vous prenez la SWAPO de Sam Nujema, ils ont mené leur combat politique conventionnel face à la répression des gens aux mains nues. Après, ils ont créé la branche armée. Même Albert Litouli, qui était à la tête de l'ANC, malgré qu'il ait fait la lutte armée, mais on lui a donné prix Nobel à cause de la justesse de la cause. Donc, regardons les gens là faire leur gnani. Bon, le PPACI continue son activité, c'est son rôle. Dès l'instant où il existe comme parti, il ne peut pas rester là oisif sans activité. Donc, ce que le PPACI fait là, c'est entretenir la mentalité, entretenir la conscience citoyenne, garder dans la tête des esprits, garder l'image négative de Ouattara. C'est ce qu'ils font. Sinon, vous croyez que Gbagbo, du haut de son expérience là, il est convaincu que c'est pas l'activité légale là, constitutionnelle des marches pacifiques là que Ouattara va partir? Moi, je suis sûr que Gbagbo, c'est pas un enfant. Seulement, dans le trop, c'est trop. C'est que d'autres ne comprennent pas. Parce que moi, j'ai discuté avec des frères. Ils disent que non, Gbagbo, il commet une erreur de croire que c'est pas les marches, l'activité conventionnelle d'un parti que Ouattara va partir. Il dit non, ne prenez pas Gbagbo pour un enfant. Gbagbo, qu'est-ce qu'il a tenté? Il a tenté de créer le cadre insurrectionnel pour que quand il y a un soulèvement, une partie de l'armée va rejoindre la population et le gars va tomber. Parce que tous les dictateurs qui sont tombés là, donnez-moi un seul dictateur qui est tombé devant un soulèvement populaire sans qu'une partie de l'armée vienne du côté des manifestants. Donc lui, sans doute, il a voulu créer le cadre insurrectionnel pour que maintenant chacun prenne ses responsabilités sans attendre son mot d'ordre. On a dit chacun prend ses responsabilités, une partie des officiers allait rejoindre. Bon, il a voulu créer cette atmosphère-là. Donc moi, en conclusion, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Le PDCI a une lourde part dans tout ce qui arrive. Parce que c'est pas des combattants, c'est un parti qui est là qui négocie les arrangements politiques pour placer des cadres dans l'administration. Voilà la démarche. Négocier des arrangements politiques avec qui que ce soit pour placer leurs cadres dans l'administration. Et c'est ces cadres-là qui vont renflouer les caisses par leurs cotisations. Donc, en conclusion, restons focus sur, voilà, le tout sauf Ouattara. Des ouvertures vont se faire. On ne peut pas parler de tout. On ne peut pas tout dire sur la toile. Mais le PDCI, il n'est pas dans le combat. Voilà, non. C'est la direction du PDCI. Moi, je sais qu'au niveau des militants, il y a des gens consciencieux. Mais la direction du PDCI, là, voilà. Maintenant, concernant ce que je peux dire pour prolonger un peu ce qu'on est en train de dire, il faut qu'on fasse sortir la manipulation des impérialistes. Faites une remarque. Hein. Quand il s'agit du pouvoir, de prendre le pouvoir dans leurs pays occidentaux, là, remarquez que les occidentaux, ils ne vendent pas les profils de technocrates. Mais c'est quand c'est pour venir en Afrique. C'est là ils vendent les profils des technocrates. Alassane Ouattara, Lionel Zinsou, aujourd'hui, comment on appelle Tidjam Thiam, hier, Nicéphore Soglo. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand c'est pour venir occuper la tête des pays africains, les médias occidentaux, là, ils vendent les profils des technocrates. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont sur les tablettes, ils sont issus de leurs institutions là-bas. Mais quand c'est pour diriger eux-mêmes leur pays, là, observez, hein, ils ne s'attardent pas sur les profils des technocrates, ils ne regardent pas ça. De Gaulle, c'est un militaire, mais tout le monde le respecte comme père de la 5e République. George Washington, l'un des pères fondateurs des États-Unis, c'est un militaire assorti d'un planteur.
Merkel Angela, qui a fait près de 4 mandats en Allemagne. C'est une chimiste. On n'a jamais dit qu'il faut un banquier, un technocrate économiste pour gérer l'Allemagne. Georges Pompidou, qui a géré la France, une des meilleures économies européennes, c'est un agrégé de lettres. Tu vois, donc quand il s'agit de choisir ceux qui vont les diriger, ils sont conscients que ce n'est pas le parcours académique, mais c'est quelqu'un qui a un engagement pour les populations. Ça, ils sont conscients de ça. Mais quand c'est pour nos États, ils ne regardent pas ça, mais ils cherchent le profil des banquiers. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Et ils arrivent à manipuler, parce que les Africains, je suis désolé, on est encore manipulable. On est encore manipulable. Quelqu'un qui a fait l'ONU, qui a fait FMI, bon, on est dans des raccourcis. Bon, il connaît l'argent, donc il va nous sauver. Bon, après, les plus lucides, c'est de reconnaître que, regardez les États-Unis. C'est le 46e président. Combien d'économistes ont dirigé les États-Unis? Cette puissance mondiale qui a imposé le dollar au monde, là, ils sont combien d'économistes? Sur 46 présidents aux États-Unis, il y a à peu près 24, près de la moitié, qui sont des avocats. Le reste, là, des militaires, George Washington, même un vendeur de chemises comme Truman, un cultivateur d'arachide, des cinémas comme Ronald Reagan. Non, vous voyez, c'est pas le parcours académique qu'il regarde. Mais il regarde la façon dont le gars s'est engagé pour la population. Mais quand c'est chez nous, ils font le contraire. Ils modifient les critères. Il faut quelqu'un qui est issu du FMI. Il faut quelqu'un qui est issu des institutions internationales. Il faut quelqu'un qui s'appelle Yonsou. Et nous, on tombe dedans. Donc, en conclusion, pour que je laisse la parole à un autre, tout ce que vous dites est vrai. Le PDCI, ce n'est pas un parti sur qui on peut s'appuyer. Mais c'est eux qui s'appuient sur les gens. En fonction de la façon dont ils voient on dirait que lui là, il est en train de rallier l'opinion, ils vont se coller à lui. Voilà, donc ça ne devait pas nous étonner. Bon courage à nous, gardons notre ligne et ne soyons pas surpris si demain, si les nuages s'éclaircissent, ils reviennent encore à côté de nous. Le plus important, c'est pas leurs dirigeants, c'est la population. Voilà, c'est les militants qui ont compris, sinon les dirigeants là, mais c'est pas la peine. Voilà ce que je pouvais dire, je vous remercie. Merci à vous, doyen. Merci, bon, je sais pas, mais merci à vous, quand il dit doyen, c'est à l'Ivoirien, il dit merci à vous, doyen. Merci à vous, camarades de lutte. Merci pour votre brillant exposé. Est-ce qu'on va écouter Annie après Majo, et puis André, et puis on se fait une bonne conclusion, puis on va laisser. Oh, tu sais, bonsoir à tous. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je rigole, en fait, parce que on s'est tout dit. Indré a tout dit. Le doyen Zoku, comme vous l'appelez, il a tout dit. Hein. Mais moi, en fait, il y a une seule question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il peut y avoir 3 foyers dans un seul foyer? Parce qu'il y a les Tiamis, il y a les Oufouetis, il y a les Bédiéis. Finalement, je sais plus quelle est la position exacte du PDCI. Parce que là, on se rend compte qu'il y a 3 partis dans un seul parti. Bon, bref, ça, c'est la cuisine intérieure. Et en même temps, on s'est parlé du petit JFK. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement, ce petit, il a à féliciter. Et celui qui est derrière toi, là, le clown, là, lui-même, il sait que le petit a à féliciter. Parce que le petit, quand bien même qu'il est averti que depuis plus de 15 ans, la liberté d'expression ne fait plus partie de nos lois fondamentaux, c'est permis. Ça dit qu'il a eu l'audace d'aller s'asseoir sur une chaîne télé qui appartient au parti au pouvoir et dénoncer et dire à Draman que tu n'as pas le droit d'avoir 2 postes. Tu ne peux pas être président de ton parti et être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il faut te départir d'un. Le petit, il est à féliciter parce qu'il savait très bien. Et comme si ça ne suffisait pas, il a continué à faire des dénonciations. Et après, il s'est levé, il allait se mettre dans les rues du plateau avec une pancarte et dénoncer les gens au pouvoir, c'est-à-dire la ministre et tous les magouilles qui se font au niveau de la douane et de la fonction publique. Mais ce gosse-là, il a félicité. On ne va pas le comparer à des inventeurs de diplômes. On ne va pas le comparer à des inventeurs de diplômes parce que c'est la même histoire qu'on a eue avec Draman. Oui, il est économiste, il a des immeubles, il a ceci, il a cela et tout ça. C'est encore la même histoire qui se répète avec Thiam. Il est quoi, PAJ? Moi, PAJ, là, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est diplômé, il est ceci à Crédit Suisse et tout ça. Mais moi, j'ai écouté un peu les interventions de Thiam. Au départ, je minimisais un peu ses vidéos, mais j'ai pris au moins 1 heure de temps pour l'écouter. J'ai écouté 3 ou 4 interventions. Mais Thiam nous a dit que lui, il a quitté la Côte d'Ivoire en 1999 à cause des bombes. Ça, c'est de 1. De 2, il a dit qu'il est français et pire encore. Ça, c'est 2. De 3, il a dit que la politique ivoirienne ne l'intéressait pas. Donc, moi, je suis vraiment surprise qu'il y ait une campagne autour d'une personne qui prétendait dire que la politique ivoirienne ne l'intéressait pas.
Moi, ces questions-là, je ne sais pas si vous allez avoir une réponse pour moi. Et en même temps, je veux revenir sur le petit. Le petit, je dis encore, comme on dit la répétition est pédagogique, on doit l'encourager. Parce que le petit savait très bien qu'il allait se retrouver en tôle. Mais ça ne l'a pas empêché de dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les militants, les Tiamis, là, ils sont incapables de dénoncer les tares en ce moment qui prévaut en Côte d'Ivoire. Ils sont incapables de dénoncer cette non-démocratie qui s'est installée en Côte d'Ivoire, la dictature. Pourtant, ils se disent démocrates. Et dans leurs interventions, ils parlent de paix, ils parlent de démocratie. Mais est-ce qu'il peut y avoir une démocratie dans ces conditions-là? Parce que nous vivons la dictature qui ne dit pas son nom. La libre expression nous est arrachée. Les gens sont muselés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu te lèves, quand tu es dans ton sachet d'eau, là, tu n'as pas bien ouvert, que tu bois. Si ça a touché le sol, tu es en cabas. Mais moi, je sais pas, hein, franchement, ça me fatigue un peu, quoi. Donc, les Kevin Thiam, là, quand ils sont en train de dire, vous nous fatiguez, vous êtes fatigués. Bon, moi, je pense qu'ils disent ça pour se réconforter un peu, mais Kevin Thiam, tu es à Abidjan, il faut dénoncer les tares du pays. Tu comprends? Tu parles de démocratie, tu parles de la paix et tout ça. Mais tu es muselé. Et c'est dommage. Et puis, tu viens faire des commentaires qui n'ont même pas de sens. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, Annie, merci. Soleil, si tu me permets, rapidement. Majo, désolé, hein. Il y a... La montagne. Désolé, Ouais. autant pour moi. Pardon. Ouais, À cause pas des de tiens, on problème. parle mauvais français. Pardon. Ben, c'est lui-même quand il parle français, la tienda. Ouais. Vous voyez, j'ai apprécié l'intervention des Okumanaji concernant le fait que les Occidentaux sont toujours prêts à nous vendre, selon eux, des technocrates qui auraient de la connaissance pour venir diriger les pays africains. Alors que, en fait, ce sont des piètres technocrates qui nous vendent. En fait, c'est des gens qui ne valent absolument rien. C'est des gens qu'on a simplement, c'est des gens à qui on a donné un coffre. C'est-à-dire qu'on leur a cousu un costume et puis on les vend tels quels. On les présente comme étant ceux-là qui peuvent résoudre les problèmes africains parce que, bon, ils ont tourné dans la finance internationale. Je vais prendre simplement le cas du Crédit Suisse. Soleil, est-ce que tu sais que sous la gestion de Tidiane Thiam, là, il y a eu des affaires sales pour montrer un peu la mauvaise... Non, quel terme je peux utiliser? En fait, pour montrer que ce gars-là, il n'est pas blanc comme neige. Tu vois, c'est un gars qui traîne dans la saleté, dans les faux complots, tu vois, qui fait tout et n'importe quoi à la vérité. Pour une banque, hein, tu vois comment il se comporte. Donc, tu t'imagines, si on lui donne la tête de la Côte d'Ivoire, je vais citer quelques faits qui se sont passés sous sa gestion. Et puis, je donne la latitude à ceux qui veulent aller vérifier, d'aller vérifier. Il y a eu ce qu'on appelle l'affaire du scandale de corruption au Mozambique. En fait, c'est les Tuna Bonds. Les Tuna Bonds, là, ce sont des prêts qui ont été octroyés au Mozambique. Un prêt de 2 milliards de dollars. Tu vois, c'est pas une petite somme. Donc, ça ne peut pas échapper à la vigilance du directeur général. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il est dans le coup. Les Tuna Bonds, ce sont des prêts qui ont été octroyés aux Mozambicains et après, eux-mêmes se sont servis avec des fonctionnaires mozambicains en pot de verre. Tu vois? Il y a eu une enquête. Il y a eu plusieurs procédures. Donc, les gens peuvent aller chercher, hein, je n'invente rien. Et ça, personne n'en a parlé. Personne. Nous, on n'en parlait pas parce que, mon cher, on dit non, c'est pas... C'est bon, allons-y, c'est Ouattara. Non, mais il faut montrer à qui on a affaire. Ce sont des gens sales, à la moralité douteuse. Donc, il y a eu plusieurs procédures, mais qui sont même encore en cours. La banque a été aussi sous enquête. Et tiens-toi bien compte, le Crédit Suisse a dû payer plusieurs amendes. Et en octobre 2021, après qu'il ait éjecté de la tête du Crédit Suisse, la banque a dû payer 475 millions de dollars. Tu vois? Et ça, lui, Thiam, il était DG du Crédit Suisse. Un prêt de 2 milliards, sans que le DG ne soit informé, tu peux comprendre que c'est lui-même la tête pensante de cette magouille-là. Il y a eu aussi, en 2017, l'affaire de ce qu'on appelait l'affaire de subprime. Tu vois? Crédit Suisse a été obligé de payer une amende de 5,28 milliards de dollars dans une affaire de prêt hypothécaire aux États-Unis. Tout ça, c'est consultable, je n'invente rien. Il y a eu la nouvelle affaire des malversations, mais ça, c'est lié à un gérant. Mais toujours est-il que c'est sous sa mandature, c'est sous sa gestion. Est-ce que tu sais que le Crédit Suisse, là, il y a ce qu'on appelle le FEMA. Le FEMA, c'est le gendarme suisse des banques. Il a constaté, parce que le Crédit Suisse a été impliqué dans plusieurs affaires de blanchiment. Et ça, c'était en septembre 2018. Tu comprends? Et tellement ces affaires-là étaient vraiment très graves, le gendarme suisse des banques, qu'on appelle la FEMA,
a constaté des manquements dans le respect des obligations de diligence dans le domaine de lutte contre le blanchiment d'argent. Je vais te renvoyer à l'affaire Petrobras. Tu vas voir ce que c'est. Et ça, Tidjane Thiam était le président des Crédits Suisses. On va arriver en octobre 2019 avec le fameux scandale des filatures. Tu vois? Regarde les méthodes qu'il emploie. Tu t'imagines que ce gars-là, si on lui donne un pouvoir tel que président de Côte d'Ivoire, tu t'imagines ce qu'il va faire avec les moyens de l'État? Juste à la tête d'une banque. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il va faire suivre plusieurs de ses employés. C'est un scandale. Tu vois? Et c'est le pied au cul qu'on l'a éjecté du Crédit Suisse. Il y a eu aussi l'affaire... Tu sais que le Crédit Suisse a eu des affaires avec la mafia bulgare. Ils ont payé encore... Oui, mais et tout ça, c'est pendant qu'il est là. Hein. Je n'invente rien, frère. Il y a encore des trucs comme ça que je peux dire. Et puis surtout, on veut nous faire croire, ça se fait croire que c'est lui qui a réfléchi à mettre en place la centrale d'Azito. Les choses sont... C'est un gros mensonge. En 1951, le projet de la grande urbanisation d'Abidjan avait déjà été pensé. C'est-à-dire faire le 3e pont, les différentes routes de raccordement, essayer d'étendre la ville d'Abidjan aux banlieues périphériques. C'est des projets qui sont là. Et c'est dans ça que ils ont pioché certains d'entre eux pour faire ce qu'on appelle les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Il n'y a rien qui a été inventé par lui. Il n'est le père de rien. La centrale Azito Cyprel et tout, c'est un projet non souverain. La BAD a travaillé dedans fortement et les financements sont venus des Aga Khan. Tu vois? Je veux dire quoi? On veut nous vendre quelqu'un comme on nous a vendu Ouattara. Ouattara est venu, on nous a dit que c'est un expert économiste, financier de la terre, du monde mondial. Mais regarde ce qu'il nous a fait endurer. Le groupe Bilderberg, là, c'est un groupe très puissant qui regroupe en son sein les différents dirigeants de ce monde. Mais je vais dire surtout les chefs d'entreprise, les banquiers, les hommes politiques et tout ça. Et tout ce qui se fait là-bas est très secret. Mais généralement, ils travaillent dans l'intérêt pour la protection des acquis de ces groupes puissants-là. Tu vois? Et c'est eux qui orientent quelque peu, je vais dire, je ne dirais pas la gouvernance mondiale, mais le modèle économique à adopter pour que de plus en plus ces groupes-là s'enrichissent encore et encore et encore et encore. Ce gars qui est derrière toi là, c'est le seul nègre à avoir participé à ce rassemblement en 2019. Moi, je suis inquiet. Quand lui, il prend part à cela, jamais il ne pourra travailler contre les intérêts de ceux avec qui il est copain. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas eux qui ont choisi Macron. Ça découle de là, en fait. Ça découle de là. Donc, nous, ce que nous faisons là, il faut qu'on dise qui c'est. Tu vois, on n'a pas été assez avertis sur le cas de Ouattara. Donc, on ne va pas encore se faire prendre. Attends, il faut bloquer Azodi là. Allez-y sur vos panels. Ah, il a été bloqué même. Toi, mais il ne sait pas que... Voilà. Allez-y. Vous avez... Moi, je ne sais pas. En fait, c'est... Non, tu ne montes pas. Va sur ton panel. Va sur les panels des tiamistes. Ou bien là-bas, là, il n'y a pas chose. Il n'y a pas visibilité là-bas. Moi, je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas. Vous savez que votre gars sera bimsé. Mais vous venez quand même souffrir et saigner des oreilles. Quand vous faites la foi à Laurent Gbagbo, vous l'appuyez, vous faites tout ce que vous voulez de lui là. Nous, on est tranquille dans notre coin. Nous, on rit parce que on est habitué. C'est carrément une pommade pour nous maintenant. Mais bon, le guide a dit qu'on t'insulte. Bon, mon cher, il faut répondre. Donc nous, on est un peu dans la réciprocité. Voilà. On est un peu dans la réciprocité. Donc, je veux dire, et il y a plusieurs cas comme ça dont on peut mettre sur la table pour parler de ce gars-là qui a une probité morale douteuse. Il n'est pas celui qu'on veut faire croire qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Et il sera pire. Et je l'ai dit. Il sera pire que Ouattara. Parce que tu sais que le monde se trouve dans une situation géopolitique très difficile. Et les intérêts, les groupements des intérêts privés travaillent vraiment à protéger de plus en plus leurs acquis dans les territoires où les richesses là sont vraiment intéressantes. Donc, quand on va envoyer l'envoyé des Occidentaux, est-ce que tu sais qu'on l'appelle l'envoyé des Occidentaux? Tu sais ça? L'envoyé des Occidentaux. Toi aussi, c'est ça? Et le gardien du capitalisme dit inclusif. Moi, j'ai jamais vu un capitalisme qui est inclusif. Et on veut nous appliquer, coûte que coûte, le modèle capitaliste à nos économies. Ça peut jamais marcher. Hier, j'en ai parlé. Mais je vais encore en parler pour montrer des faits beaucoup plus tangibles sur le fait que le capitalisme, à la vérité, c'est un véritable danger pour nos économies. Et beaucoup d'éminents économistes ont fait des parutions à ce effet-là. Ils ont plus parlé de l'afro-capitalisme. C'est-à-dire que des modèles économiques adaptés à nos réalités. Mais on ne va pas nous prendre
quelqu'un qui a été, je vais dire, imprégné, imbibé, saoulé, gavé, lobotomisé au capitalisme occidental et puis le jeter dans notre cou ici pour qu'on puisse encore en partie souffrir. Voilà l'éminent économiste Ouattara qui fait prendre dans la Côte d'Ivoire des crédits dont on n'a vraiment pas besoin. Et aujourd'hui, on est obligé à chaque année de revoir l'année fiscale où à chaque fois, ce sont les Ivoiriens qui vont encore souffrir du fait que tout leur sera pris. Tu vois? Donc, ce gars-là, il ne fera pas mieux. Je laisse la parole. Mais quand tu as cassé des papous, est-ce qu'ils vont pas, ils vont prendre encore pour aller faire vidéo, hein? Tu sais que nous, non, tu sais comment nous on travaille. Tu sais que nous on se lève pas comme ça pour faire des panels, pour bavader. On se lève pas parce qu'on est fâché. Ils ont insulté Gbagbo hier, donc on est fâché, on vient, on fait panel et puis on bavade dans le vide. Non, tu sais comment on travaille. Tu sais que nous on travaille, voilà. On fait pas les panels comme ça dans le vide. Et c'est ce qui ne veut pas qu'on dise. Il y a plein de choses à dire sur ce gars. Il y a tellement. Et puis regarde, quelqu'un qui dit, moi j'ai été choqué. Il dit que non, lui, il est sûr en fait de la cote de popularité dont il joue auprès des Ivoiriens parce que quand il fait des vidéos retransmises en direct sur les réseaux sociaux, il a plus de 2 millions de vues. Et que ces 2 millions de vues-là sont transposables dans la sphère politique, de ce fait que ces 2 millions-là sont d'éventuels votants. Non, c'est pas possible. Est-ce que les personnes qui nous regardent en ce moment-là, moi, ils peuvent savoir qu'il y a des Ivoiriens forcément dedans? À quel moment je sais même qu'ils ont des cas d'électeurs? Est-ce que c'est parce que j'ai 10 millions de vues que je deviens un homme politique super important? On a vu des gens. Si c'est ça, Alema Biola vont devenir vice-président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à elle seule, c'est des centaines de milliers de personnes qui les regardent. C'est des millions de personnes qui les regardent. Comment est-ce qu'un homme politique qui se veut être super intelligent peut dire que comme il y a 2 millions de personnes qui le regardent, alors ce sont 2 millions de potentiels votants. Et que cela, si on le traduit sur le terrain politique, donc sur le terrain des élections, vu qu'on a 6 millions de votants, ça nous fait une part déjà importante de l'électorat. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi? Moi, je sais pas. Tu vois, Soleil, il faut qu'on travaille à mettre les choses à nu. Ce gars-là, faut pas le lâcher d'une semelle. Et puis, on aura notre temps aussi pour parler de la politique ivoirienne et tout ça. Tu vois un peu, non? Le Ouattara, tout et tout, on va le faire. Mais je conviens avec toi, mon frère. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas faire? On sait où on va rebondir, on sait à quel moment on sort. Nos sorties sont préparées. On ne fait pas des panels parce qu'il faut venir amuser le public. Souvent, il fait des petits panels où je joue la comédie, mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Maintenant, tu es en train de me dire que avec les 2 millions de followers qu'il a là, qui regardent ces vidéos-là, qui constituent sa fanbase, et puis ils ont eu 32 députés, de 63, ou 62 ils sont passés. Tu sais que, non, c'est pour ça que je disais moi, je suis désolé, hein. C'est pour ça que je disais à Zoku Manaji que, en fait, il n'y a pas plus amateur que Tidan Thiam, en fait. C'est un grand amateur de la politique. Soleil, la politique, là, ça ne s'improvise pas. La politique, ce n'est pas une société qu'on lègue à son fils. C'est pas quelque chose de tout cuit, de tout préparé. La politique, là, c'est un parcours qu'on doit emprunter nécessairement. Sinon, ça donne ce à quoi on assiste. Des hésitations dans la prise de parole. Il se lève sur un plateau télé, il peut insulter quelqu'un d'imbécile. Tant que Laurent Gbagbo dit quelqu'un d'imbécile, qu'il le fait même déjà. Il peut dire des choses qui, après, le rattrapent toujours. Donc, il n'y a rien qui est sérieux dans ce qu'il fait. Il avait pensé, et c'est ce qui était déjà acté, que, comme Ouattara ne se présenterait pas, mais les maîtres qui ont mis Ouattara là, mais de facto vont le bête. Donc, il n'a pas besoin de se fatiguer sur le terrain politique, puisque selon lui, tout est déjà préparé. Et c'est ce qu'il a fait croire aux suiveurs, aux gens du PDCI. C'est ce qu'il leur a fait croire, en définitive, pour dire, ayez foi. En fait, c'est eux les idolâtres. Parce que ils ont eu tellement confiance de façon aveugle à ce gars-là que tout ce qu'il leur a dit, eux, ils ont dit oui et amen. La preuve en est, pour qu'ils aient l'élection législative, je te mets au défi que eux-mêmes nous prouvent quand est-ce qu'il y a eu des sessions en leur sein, des réunions avec leurs différentes instances pour juger du bien fondé ou pas d'aller aux élections législatives. Non, c'est une prise de décision solitaire, c'est lui, et puis la lettre là. Mais tu vas voir dedans que c'est clair, il ne cite personne, lui-même il le dit, qu'après avoir réfléchi, tu vois, alors que chez nous, nous qu'on traite d'être des idolâtres, nous qu'on traite d'être, je sais pas moi, sur une base dogmatique, au sein du PPACI, où tout ce que Gbagbo dit, on n'a rien à redire, nous au moins, on met le débat sur la table et chacun vient donner ses idées de ce pourquoi il veut qu'on n'aille pas. Donc, de eux à nous là, c'est qui agit comme... De eux à nous là, qui agit comme des véritables idolâtres? Boss, t'es le meilleur, boss, t'es le Qui ça dit meilleur. que les idolâtres? Meilleur, je t'aime, boss, t'es le meilleur. Ensemble. Je vais dire, nous sommes de l'école d'un
d'un personnage qui nous a tout donné. Il nous a appris une seule chose, d'être dans la vérité. Tu vois, Soleil, quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Et même de rencontrer tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité. Ce que nous sommes en train de dire là, nous sommes effectivement dans des faits réels. Rien n'est inventé. Tu comprends ce que je dis? On n'est pas là pour salir X, non. Tu vois? Je vais dire la chose suivante, et c'est celui-là que je vais terminer la parole à Major parce que j'ai suffisamment maintenu la parole. Je vais dire que ce rôle d'avant-gardiste que nous sommes en train de faire pour éveiller les consciences, parce que ce que nous faisons va très loin. Moi, si je te dis les gens qui m'appellent encore d'Abidjan et tout ça, je suis tellement content parce que je sais que ce que nous faisons avec les Mathieu, Annie, Major, tout le monde, ce que nous faisons là, vraiment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça aide quand même les besoins de la cause. Il faut dénoncer ceux qui sont venus ou qui viennent mettre à mal, ou alors qui vont trucider les Ivoiriens et qui vont condamner l'avenir de millions et de millions d'Ivoiriens. Et c'est à ça que nous nous attelons. Il n'est pas question de faire du Thiam bashing, on s'en fout de lui de toutes les façons, mais c'est ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire comme danger qui nous inquiète. Et c'est pour ça que nous nous évertuons à le dénoncer. Merci. Et puis, les gars, on va raccourcir nos interventions parce qu'on va aller encore ce soir chez Hans là-bas. On va aller manger Ngomi au lait qui est doux. Ngomi au lait. Donc, Hans, ce que tu dis est tellement clair, il n'y a pas de discussion en la matière. On ne peut pas remettre en doute tes arguments, tes hypothèses que tu as développées, ta thèse que tu as défendue sur M. Tidiane Thiam. Mais moi, je viens en amont, en additif, pour dire, mais si le monsieur compte sur les 2 millions de personnes qui seraient sa fanbase pour que lui il gagne des élections en Côte d'Ivoire, en faisant une déduction que dans les 6 000 votants, il part déjà avec une base de 6 000 personnes et 2 millions de personnes. Je me suis posé une question par analogie. Tu vas parler, Major. L'analogie est la suivante. Hans, ouvre ton micro. Tu as connu Bob Lee, non? Hans. Ouais, Soleil, ouais, j'ai connu Bob Lee. J'ai connu Bob Lee. Bob Lee, quand il faisait Facebook, là, la toile, là, il était à combien de millions de gens qui voyaient sa vidéo. Bob Lee avait près de 5 millions de vues, 10 millions de vues. Les soirs, on attendait tous Bob Lee, quand il y avait la Covid. Bob Lee fut enterré à Lakota, pour Divo, il ne sait plus où, un frère. Au funérail de Bob Lee, il y avait un vide total. Il ne faut pas confondre réseaux sociaux et puis la réalité. Voilà ce que je voulais dire sur ce que tu viens de dire, avant de passer la parole à Major. Ah, j'ai fait un lapsus. Excuse-moi, il y a des gens qui demandent à quelle heure ton panel, s'il te plaît, dans les commentaires. À quelle heure? 1h30. Il y a 1h30, ceux qui demandent comme ça. 1h30. Il faut qu'ils s'abonnent. Il faut qu'ils s'abonnent. 22h30. Voilà, ceux qui disent, à quelle heure le live commence. Ils sont déjà abonnés grâce à moi. Oui, ils sont déjà abonnés grâce à moi. Ils sont déjà abonnés. Mais quand tu es abonné à quelqu'un, tu es en ligne, dès qu'il fait le live là, on dit la personne t'invite. Donc ça, on va laisser notre soeur parler. Et puis il y a un autre Tiamis que j'ai vu dans les commentaires. Allons-y, allons-y. Ne faites pas monter quelqu'un. Hein. Nous, on est en famille, on a en train de décortiquer une situation. On ne va pas faire monter quelqu'un. Voilà. Ok, bonsoir à tous, hein, bonsoir. Moi, je voudrais simplement dire quelque part un peu ce que ce à quoi je pensais pour parler. C'est ce que on s'est dit un peu en un thème un peu plus, comment je dirais même, dans un français un peu soudé, un peu, voilà. Moi, je vais parler un peu terre à terre. En fait, je réponds ici en même temps à Kevin Thiam. On peut pas comparer, Gbagbo et Thiam peuvent pas se comparer. Gbagbo, c'est un porteur de vision. Gbagbo, il tient une vision, et ça depuis tout le temps. Thiam n'est pas porteur d'une vision. La preuve, Annie l'a dit tout à l'heure. Thiam, il n'est pas, comment on appelle, il y a combien de mois ou combien d'années en arrière, tout de suite avant 2000 combien là, il n'était même pas sûr qu'il devait venir à la politique, il devait venir candidater en Côte d'Ivoire. Donc, lui, sa façon, c'est comme si moi, aujourd'hui, je me lève et je viens et dire à partir d'aujourd'hui, je deviens candidat. Je suppose, hein, pas, je prends un exemple, hein, je reconnais, c'est un intellectuel, il a son bagage intellectuel, tout ça, je ne remets pas en cause. Mais en ce qui concerne la présidentielle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire diriger les Ivoiriens, ça, c'est une histoire, il y a 2 ans qu'il a émis ce projet. Donc, il n'était même pas prêt. C'est normal, parce que c'est quelqu'un, lui, qu'on positionne. Il est juste un pion que des gens vont utiliser. Il a son bagage intellectuel, c'est un peu,
quelqu'un qu'on élit comme un DG, on lui donne un cahier de charges et en fonction de son cahier de charges, il doit travailler et c'est comme ça il est. Donc ils sont venus le positionner et des gens en arrière, vous l'avez dit, hein, les Européens, comment je peux dire, les Français, quoi, devraient maintenant lui le positionner et puis peut-être lui donner certaines choses à faire. Donc c'est pas quelqu'un politiquement qui était préparé. Certes, il a grandi dans la maison. Son papa, son vieux père dans les bras où il dit qu'il voyait Gbagbo passer tout et tout. Mais c'est quelqu'un qui n'était, à aucun moment, il s'est préparé un jour à venir, même ne serait-ce que si sa mère c'était peut-être son papa, ne serait-ce que même prendre l'héritage de son papa. À aucun moment, il s'était préparé à ça. Donc, on ne peut pas comparer ce gars-là à Gbagbo. Gbagbo, depuis, il est tout jeune. Et quand on dit leader, un leader politique, il a la vision, il sait comment il allait mener sa chose, tout et tout. Donc, c'est même pas comparable. Donc, c'est normal que il soit dans son coin, il attend. Et à plusieurs reprises, il a dit que si jamais, Hans l'a tellement si bien dit, si jamais Ouattara n'était pas candidat, il est venu, il veut se présenter parce que pour lui, Ouattara lui a dit qu'il ne devait pas être candidat. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on doit comparer à Gbagbo. Aujourd'hui, vous levez, vous insultez Gbagbo. Franchement, moi, ça me fait pitié, quoi, quand je pense un peu à ça. Gbagbo, peut-être qu'aujourd'hui, vous le voyez peut-être, vu le coup de l'âge, cette l'âge, mais avec tout ce qu'il a subi, il semble un peu fatigué. Mais sa vision, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, tout ce qu'il a comme agenda politique, toute cette vision-là, elle est là. On ne peut pas comparer à un gars comme Thiam aujourd'hui qui vient à la politique. Non, pas du tout. Bon, à supposer que vous avez échoué avec Gbagbo, ça n'a pas marché, notre coalition n'a pas marché, tout notre front commun n'a pas marché. Donc, Ouattara, Thiam, pourquoi il va pas tout seul faire sa politique pour qu'on puisse voir? Pourquoi aujourd'hui il veut une, je dirais, c'est une alliance ou bien je sais pas quoi avec Ouattara? Non, qu'il aille tout seul et puis on voit de quoi il est capable. Comme le président Ouattara aujourd'hui, on le voit, oui, Ouattara est fort, c'est rentré, il n'a même pas créé un parti politique. Ouattara n'a pas créé un parti politique. Tout comme Thiam n'a pas créé parti politique. Mais Gbagbo a créé parti politique. Le grand Oufoué, il a été opposant perpétuel, il a été toujours opposant jusqu'à ce que Oufoué parte d'Oufoué. À aucun moment il n'a pris, en tant qu'un opposant, il était là, il dénonçait ce qu'il fallait dénoncer. À aucun moment il a pris arme, quoi que ce soit. C'est là on dit, en cela on voit la force de Gbagbo. Donc, vous n'avez même pas, moi, je ne sais pas sur quoi vous basez. Aujourd'hui, vous vilipendez Gbagbo de tout partout. Surtout vous, les Thiamis. Aujourd'hui, franchement, moi, je ne comprends pas quoi. Sur quoi vous basez pour pouvoir vilipender Gbagbo. Gbagbo, si nous, on est là pour le mettre en haut. C'est vrai que c'est pas vous, votre leader, vous ne le mettez pas en haut. Mais en même temps, vous ne devez pas le taper. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous, on se lève et qu'on connaît cette chose de la politique et qu'on puisse parler, c'est de fait du Gbagbo. C'est parce que Gbagbo a lutté pour que cette liberté, on l'a aujourd'hui. Pour qu'on vienne dénoncer, on vienne parler de politique. Sinon, même au temps d'Oufoué, même ceux qui étaient avec Oufoué, ils faisaient cette la politique, mais ils ne savaient pas dénoncer. Ils étaient là pour... Oui. Le fait qu'on puisse dénoncer aujourd'hui en politique, c'est le fait de la lutte de Gbagbo. Ok, vas-y. Non, vas-y, tu as ton élan. J'ai dit si tu finis, quoi. Ah, mais d'accord, ok. Donc, tout à l'heure, Kevin est en train de répondre, il est en train de... tout à l'heure, on a dit... Soleil a dit qu'il était fatigué. Bon, on finit notre dernier truc. Il ferme. Donc, c'est en cela qu'il a dit, donc vous êtes fatigué déjà. Ou il a écrit, vous êtes fatigué déjà. Thiam, Kevin Thiam. Qu'il aille à la cinquième, se distraire, qu'il aille à la cinquième. Nakala, la cinquième, il va aller se distraire là-bas. À la cinquième, il y a quoi là-bas? Quoi, t'as Abidjan? Qu'il aille se distraire. D'accord. Ok, bah. Bon, je me suis perdu un peu. Quelqu'un d'autre. Vas-y, Hans. Je peux faire un petit additif pour compléter Hans et puis la soeur qui vient de parler. Si possible. Vas-y. Ok. Donc, je vais appuyer ce que Hans a dit. Hans a dit que Thiam, il a participé à la réunion du groupe de Bilderberg. Et comme je l'ai dit, c'est un groupe secret, fermé, un peu occulte. Et ce groupe-là rassemble les gens influents européens et américains. Donc vous voyez, quand vous dites européens et américains, ça fait penser à l'OTAN, ça fait penser à l'oligarchie impérialiste. Et cette réunion-là
elle est entourée de beaucoup de secrets parce qu'il n'y a jamais de communiqué officiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plusieurs dirigeants ont été adoubés à cette réunion-là avant de venir être président de la République. C'est le cas de Bill Clinton. Il a participé à une réunion de Bilderberg avant de devenir président de la République. C'est le cas de Angela Merkel. C'est le cas de Thatcher. C'est le cas de plein de premiers ministres, même Georges Pompidou. C'est-à-dire, c'est un coin où déjà on prépare des gens. Même Macron, il a été participant à une des réunions avant maintenant de devenir président. Donc vous voyez, c'est un groupe occulte où on adoube les gens de l'oligarchie impérialiste. Et Thiam, pour être plus précis, quand j'ai consulté ChatGPT, Thiam est le seul Africain à avoir pris part à cette réunion-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait même d'avoir été invité une seule fois à cette réunion, ça montre l'intérêt que l'oligarchie a pour toi. Ça montre le rôle que tu peux jouer dans l'oligarchie. Alors que Thiam, il a dit sur ChatGPT qu'il a participé 2 fois, en 2013 et en 2019. Donc vous voyez, c'est le gars. C'est le gars. Maintenant, pour appuyer ce que Majo disait, que Gbagbo, il a une vision, il est porteur d'un projet. Effectivement, nous autres là, quand on suit Gbagbo, moi j'ai toujours dit à mes amis que moi, quand je regarde Gbagbo là, je ne vois pas le tribun qui soulève les foules. Effectivement, c'est une de ses capacités. Mais moi, quand je regarde Gbagbo, je fixe ses yeux. Je vois la hauteur de l'esprit et sa grandeur d'âme. Gbagbo, c'est un penseur. Les gens ne savent pas ça. Gbagbo, c'est un penseur. Regardez, moi, j'ai lu des livres de Gbagbo qui ont été publiés en 1987, dans les années 80. Déjà en 1987, il parlait d'assurance maladie pour les paysans. Il parlait de décentralisation. En 87, donc, déjà en 1987, il avait l'ossature de ce qu'il a proposé en 2000 devant Guéhi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, donnez-moi le nom d'un seul leader politique qui avait déjà consigné, présenté l'ossature de sa vision 13 ans avant d'être validé par les urnes. Donnez-moi un seul. Gbagbo n'est pas venu en politique parce qu'il y avait une place. Il n'est pas venu en politique parce que, ayant été grand commerçant, grand transporteur, grand homme d'affaires, il veut maintenant compléter son CV comme les Jean-Luc Bion en devenant président. C'est pas ça. Il est rentré d'abord porté par une soif patriotique et une vision. Et une vision. Je vous invite, si vous pouvez, essayez de voir si c'est disponible sur Amazon, d'autres sites. Propositions pour gouverner et pour une alternative démocratique de Laurent Gbagbo. Des livres qui ont été écrits avant 1990. Et dedans, là, tu as assurance maladie, tu as décentralisation, tu as retraite pour les paysans. Donc, vous voyez, franchement, Gbagbo, il dit, j'ai 2 métiers. Un métier principal et un métier secondaire. Il dit, mon métier principal, c'est le métier d'historien. Mon métier secondaire, c'est le métier d'homme politique. Mais les deux sont liés parce que l'histoire, c'est la politique qui est passée. Vous voyez? Il dit, son métier principal, professeur d'histoire, son métier secondaire, politicien. Mais les deux sont liés parce que la politique, c'est l'histoire qui est passée. Vous voyez? Gbagbo, quand il allait en France, il allait s'inscrire pour faire les lettres classiques, c'est-à-dire le grec et le latin. Mais ayant vu que ça ne pouvait pas apporter quelque chose à son projet de devenir un homme politique, il a laissé pour aller s'inscrire en histoire. Option sciences politiques. Donc, il fait partie des gens qui avaient une idée de ce qu'il a envie de faire pour son peuple. Et comment le faire. C'est pas quelqu'un qui est arrivé d'abord avant de réfléchir comment on va s'y prendre. Non. Il a réfléchi, il a diagnostiqué. Maintenant, il arrive, il sait déjà là où il va appuyer. Bon, on ne peut pas tout savoir. Maintenant, les conseils techniques vont compléter. Mais le squelette, il a. Maintenant, vous qui vous appelle là, les David Izzy, directeur de cabinet, ça c'est pour ajouter les muscles. Mais il a déjà la forme du squelette. Ajouter les muscles, les nerfs, les petits trucs, les petits bazookas, les testos. Bon, ça c'est pour rire. Sur ce, je laisse la parole à l'autre du panel. Voilà. Soleil, est-ce que je peux faire écouter quelque chose rapidement? Pourquoi tu me demandes la permission? Ok. Non, mais tu es quand même l'autre du panel. Non. Arrête ça. Je voulais répondre à l'inquiétude de Majo concernant le fait que les gens du PDCI s'attaquent au président Laurent Gbagbo, des choses comme ça. Non, tu sais, ça part d'une schématique bien donnée. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas fous, hein.
Tu vois? Regarde déjà, quand Osman rentre d'exil, ils vont lui poser des questions tendancieuses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à ces questions, mais il va se les attribuer à lui. C'est-à-dire que il va dire que c'est sa pensée. Non, ça ne peut pas être ta pensée du moment où tu es un des responsables d'un parti politique. Donc forcément, ce que tu vas dire, même si c'est ton point de vue personnel, mais puisque c'est politiquement que tu te prononces, ça va forcément engager ton parti. Donc Osman va dire deux choses. Il va d'abord regretter l'alliance, le front commun. Il va estimer que c'est mal, c'est une erreur ou quoi que tu veux, quoi que voilà. Et il va prendre la deuxième posture qui est de dire qu'ils ne sont pas fermés. En tout cas, lui, il n'est pas fermé au fait qu'il y ait un rapprochement entre le PDC et le RHDP. C'est une posture qui vient de la tête. Ce n'est pas lui, Osman. Quand tu es un officiel d'un parti politique et que tu t'exprimes publiquement et que ce que tu dis tend à aller à l'encontre des idéaux du parti, le parti fait ce qu'on appelle une note correctrice. Donc le parti va, je sais pas moi, faire un droit de réponse ou alors corriger ce que tu as dit. Ça c'est plusieurs fois vu au PPACI où par moment des officiels ont dit des choses qui n'engageaient pas nécessairement le parti. Le parti a fait sortir pour dire non, ça nous on est dans une autre ligne et toutes des choses comme ça. Quand Ousmane finit de dire ça, c'est bouche motus cousu du côté du PDCI. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec cette réflexion parce que c'est ce que va faire le parti. Maintenant, pourquoi ils attaquent le PPACI? Je ne suis pas en train de faire, comment on appelle ça? Je vais t'expliquer. Le simple fait d'acter le front commun, ça dérange fortement Ouattara et son système. Tu sais que en Côte d'Ivoire, ouais, une mise au point. Merci, Zoko Manaji. Tu sais que le simple fait que deux partis politiques entrent dans une alliance en Côte d'Ivoire à cause de la cartographie politique, de façon automatique, si je peux le dire, ces partis politiques-là jouissent de la majorité effective. C'est comme ça la cartographie politique en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont caricaturé notre scène politique. Donc, il est impossible et impensable que deux mastodontes, deux partis représentatifs se mettent ensemble et puis toi, Ouattara, tu vas jouir d'une certaine majorité. Si tu jouis d'une certaine majorité, ça va dénoter bien évidemment d'une fraude ou alors des moyens peu conventionnels pour pouvoir avoir cette majorité-là. Donc, ça ne donne pas quelque chose de légal au pouvoir de Ouattara. C'est très gênant, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'ils ont décidé de prendre une autre direction. C'est en cela que je vais te faire écouter 2 secondes du message que tu m'as adressé. C'est là que tu vas comprendre que ce que Osman a dit là, ça vient de lui. Regarde quelque chose. Il faut montrer patte blanche. Il faut casser l'alliance qui acte la majorité de l'opposition. Si PDCI avec PPACI, indubitablement c'est la majorité, il n'y a rien à dire. Mais il faut montrer patte blanche, il faut montrer des garanties que l'opposition n'a plus la majorité parce que le PDCI a décidé finalement de venir jouer le jeu du parti au pouvoir, donc de rentrer dans les rangs. Donc ça va esseler le PPACI, qui est celui dans l'opposition, et puis le PDCI est dans son nouveau deal. Donc pour montrer, pour prouver que c'est ça, ils vont dire que le Front commun a été une erreur, mais pire, ça n'a pas atteint ses objectifs. Tu vois, c'est-à-dire la majorité concédée suite à notre alliance-là, elle a échoué. Donc comme elle a échoué, elle ne doit plus prospérer. Donc on va se départir de cette majorité-là. Mais une fois que la majorité des élus de l'opposition, c'est roue libre à Ouattara. Ça veut dire que désormais, Ouattara peut se vanter d'être majoritaire. Et quand ils vont aux élections législatives, ils vont consacrer la majorité de Ouattara, puisque désormais, ils ne sont plus d'un front commun. Donc il faut qu'ils se dissocient du front commun. C'est pour ça que tu entends ces sorties-là. Pour corroborer mes dires, tu vas écouter ça en quelques secondes. Ça, c'est sa dernière adresse là. Voilà. C'est pas si on l'entend. Du 10 septembre 2004. Comment prétendre que l'on souhaite la démocratie lorsqu'on prive délibérément l'opposition de ressources? Ces faits malheureux sont connus de tous. Nous n'allons donc pas aujourd'hui nous appesantir plus longtemps sur ce passé récent déplaisant. Tu vois ce qu'il dit? D'abord, il dit, nous n'allons pas nous appesantir sur ce passé récent. Ça veut dire, ils sont passés à autre chose. Le passé récent voulait que il y avait une coalition forte, un front commun qui avait travaillé à ce que le viol constitutionnel de Ouattara ne soit pas acté, mais qui avait fait plus, qui avait mobilisé des manifestants à l'effet de faire des manifestations pacifiques. Il dit ici que nous, on est passé à autre chose. On va pas s'appesantir dessus. Ça veut dire que c'est mort, en fait. Il le dit clairement. C'est ce que Osman a dit. Osman n'a pas dit autre chose. Continuons. Mais face à cette triste réalité, le PDCI n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le renoncement. Qui a cédé à la violence? Il dit que le PDCI n'a jamais cédé à la violence. Donc, qui est le parti qui a cédé à la violence? Alors que
il y a 3 mois en arrière, il se réjouissait justement des actions menées de façon conjointe avec le PPACI. Mais pourquoi désormais, il y a un parti qui est devenu violent? Qui est violent? Eux, ils renoncent à la violence, mais qui les a introduits dans la violence? Donc, il est en train de clouer au pilori le PPACI, sans le dire. Tu vois un peu? Et continue. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. Donc, il renonce à la violence pour choisir la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. Donc, il reste dans la voie de la belligérance et de la guerre. Il est en train de dire, nous nous sommes désolidarisés d'un front qui était violent. Et nous, on va maintenant prendre un autre chemin. Mais il va dire le chemin qu'ils ont pris là. En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Mais nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas boycotté l'élection présidentielle. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Chers militantes et militants, Majo, je pense que tu as ta réponse. Je ne vais pas te décortiquer encore ça. Je pense que tout le monde a compris. C'est assez clair. Tu vois un peu? Donc, tu comprends pourquoi ils sont dans des attaques gratuites. Tu as vu que c'est clair là? Tu as vu que ce que Osman disait, c'est pas différent de ce que lui il est en train de dire. C'est la même chose là, c'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que quand je parlais, je faisais des panels au début où je laissais les gars du PDCI monter, je leur disais que je ne crois pas que Osman ait pris la liberté de dire des choses assez graves comme ça, sans qu'il n'ait eu l'accord de ses responsables. Mais Thiam vient de nous donner la certitude que c'est effectivement la pensée. Osman, shérif là, il n'a fait que traduire la pensée du PDCI, c'est-à-dire quoi? Sortir désormais de, comment on appelle ça, de la posture de lutte contre le quatrième mandat, mais venir collaborer. C'est-à-dire, il a donné la nouvelle direction. Maintenant, il dit que si on n'aurait pas participé, la Côte d'Ivoire aurait été ingouvernable et aurait connu le chaos. Tu vois ce qu'il dit? La Côte d'Ivoire, s'ils n'avaient pas participé, et que eux, ils ne sont pas de ceux qui choisissent le boycott. En fait, ils s'adressent au PPACI, en fait. Mais en même temps, ils rassurent le pouvoir de Ouattara. Tu vois? Donc, ce n'est pas, quand tu les vois parler comme ça, faut pas te dire que bon, ils le font parce que Gbagbo les énerve. Parce que, qu'est-ce que Gbagbo a fait au PDCI? À la vérité, il faut le dire. On n'a jamais rien fait au PDCI. On ne leur a absolument rien promis. Il y a un de leurs communicants que tu connais, il était sur le panel. Moi, j'aime pas citer les noms, quoi, tu vois. Celui qui fait vidéo dans voiture et puis il met 1000 tonnes de, comment on appelle ça? 1000 tonnes de filtres et puis il lappe les lèvres en longueur de journée alors que il y a son petit frère qui dénonce Ouattara, là. Voilà. Il a dit sur nos panels ici que nous, on a taillé le PDCI. Tu vois ce que je veux dire? Pose-lui la question, il va te donc, il faut qu'il trouve des alibis, il faut qu'il trouve des éléments tangibles pour nous accabler. Et puis, quand nous aussi, bien évidemment, on se laisse pas faire, on va répondre, ça va susciter des tensions, ils vont dire, voilà, bon, nous, bon, voilà, c'est ce qu'on disait, ceux-là, c'est quoi ils sont, tu vois. C'était juste pour répondre à la question que tu as posée concernant le fait que, pourquoi ils s'attaquent. Ça vient de leur leader. Merci. C'est clair. Bon, le vieux père et le Infiniment. grand police, il est descendu. André, peut-être qu'il se prépare pour le live de Hans, où on sera nombreux aussi. Les filles, vous avez déjà donné vos mots de fin. Hans en a donné. Merci Soleil, je vais dire ça en même temps. Merci beaucoup. Ça, tu as conclu. Oui, là, j'ai une question rapide à poser, s'il te plaît. Avec tout ce que Hans nous a fait écouter là, sur quoi Thiam s'est-il basé pour nous dire, il y a peut-être 2 ou 2 mois, je crois, si je ne me trompe, Majo était là-bas, sur quoi s'est-il basé pour nous dire que la Côte d'Ivoire allait être libérée en 7 jours, tout en sachant que nous sommes un parti de... Un peu, comment il nous appelle là? Nous sommes un parti de bagarreurs, nous sommes un parti de... Je veux pas dire le mot, mais il se basait sur quoi? Parce qu'il était encore dans le front commun quand il s'est permis de dire que la Côte d'Ivoire allait être libérée en 7 jours. Donc pourquoi ce changement de verbe aussitôt? Il répond à ta question juste après. Il va répondre à ta question après que notre frère ait donné son mot de fin. C'est un grand donateur, il est parmi nous, il nous soutient. C'est ton mot là qui sera ma conclusion. Annie, c'est ta phrase qui sera ma conclusion. Mon frère Andris. Oui, bonjour, bonsoir, bonjour Soleil. J'espère que tu vas bien.
Bonjour à la combattante. Annie, c'est toujours un plaisir de vous écouter parce qu'on apprend beaucoup, Merci. beaucoup de choses et j'ai vraiment apprécié toutes les interventions, surtout celle de Hans qui a éclairé sur plusieurs choses. Et j'aime bien votre duo actuel, là. Quand je vois Hans et toi sur un panel, c'est terminé. Ça veut dire que tout ce qui se dit là, même s'il y a des gens qui veulent venir faire contredire ça, ils n'ont même pas le courage de monter parce qu'ils n'auront rien à dire. Moi, je me pose une question. Front commun, PDCI qui est venu à côté du PPACI, est-ce que c'était une réelle alliance en vue de faire de bonnes élections, parce qu'il faut le dire, c'était pas une alliance de parti à parti, c'était une alliance pour qu'il y ait un beau cadre électoral, ou c'était des infiltrés? Pour venir savoir ce qui se passe. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que la manière dont ils sont en train de demander pardon, j'ai l'impression que ils ont été infiltrés. Ils ont infiltré le CAPSI, ils se sont rendus compte que ceux qui sont au CAPSI sont déjà RDR. Donc on leur dit, allez infiltrer plutôt ceux qui sont la vraie opposition et donnez-nous les vraies informations. Et quand vous avez les vraies informations, voilà ce qu'on va faire pour vous. Mais comme d'habitude, depuis 2010, ils se font doubler, ils se font VIOL, mais ils sont toujours quand même avec le même gars qui les VIOL. Parce que quoi? Depuis que leur logo... Depuis que leur logo est toujours dans le RHDP, je dirais tout ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. PDCI, c'est une ramification du RDR. Point final. Les mêmes qui placent et qui soutiennent M. Draman sont les mêmes qui allaient placer le petit là qui est derrière toi. C'est les mêmes qui allaient le placer. Mais ils lui ont dit quoi? Celui-là, il a plus d'expérience, il est plus fort que toi, il en forme encore. Si tu veux, gère un peu autour, on va t'aider à manger un peu avec lui, et puis quand tu seras prêt, on va te replacer. En 2010, ils vous ont fait la même chose. Ils vous ont doublé. Si le président personnel Bédier était là, il a dit un truc, je regrette. Ça veut dire que il avait quand même un peu de conscience pour dire, à mon âge là, est-ce que je vais pas mettre les choses au clair? Ils ont envoyé le vieux plutôt chez Jésus là-bas. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans la même vision. Ce sont des infiltrés. Ils ont fait leur boulot. Ils ont réussi le boulot. Ils ont dit, bon, on veut manger encore. On les a doublés, mais on leur a donné quelques postes de députés. Là, ils sont en train de négocier pour avoir des postes peut-être de ministres ou bien de directeurs de cabinet ou de directeurs généraux. Ce genre de trucs-là. Parce qu'ils s'attendaient à quoi? Que le grand leader, l'intelligent, le plus fort, le stratège, Laurent Gbagbo allait dire aux gens, sortez. Et puis dans le cafouillage, là, ils allaient essayer de sortir la tête pour dire, nous sommes là, on peut se placer. Ceux qui le placent lui ont dit, mon gars, celui qui est là actuellement, c'est lui qui fait notre affaire, celui qui est là actuellement. On peut pas le dégager, donc sois patient. Et puis tu vois, il a tout. Voilà, il t'a même envoyé en France. Tu dis tu es président de parti, tu peux même pas venir faire une réunion avec le parti. Et il y a des zozos qui sont là, qui te suivent. Des gens qui disent qu'ils ont une conviction. Non, quand on est dans un parti politique là, c'est vrai, à part être un mouton où on dépose son cerveau devant la rue Lépic, dans le reste des autres partis là, on a notre cerveau et puis on réfléchit. Quand la tête ne fait rien, on lui dit tu ne fais rien de bon. Vous êtes assis là, votre président, on le fout à la porte, on l'amène à s'exiler contre malgré lui. Vous faites semblant de lutter contre une RLE, contre un conseil constitutionnel, alors que dès qu'on dit législative, vous courez les larmes aux yeux, pardon, prenez-nous, on veut être aussi des députés, pardon. Maintenant, vous allez vous promener de live en live pour attaquer qui? Laurent Gbagbo. Ça, c'est votre plus grosse erreur. Vous aurez dû la fermer tranquillement, continuer votre travail, comme on dit là, de repéro ou bien de lèche-bot, et puis vous taire. Parce que vous avez tué le parti là, ce parti que nous on a connu étant tout petit. Même quand Fouet était là, on a dit il faisait des choses, mais on n'avait pas cette vie là. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis tu veux être RHDP. Jamais. Tu ne peux pas. Parce que RHDP c'est le mensonge, c'est la méchanceté, c'est la corruption, c'est la perversion. C'est du n'importe quoi. Donc tu peux pas croire en Dieu puis tu as dit que tu es RHDP. C'est que parce que même Satan lui-même croyait en Dieu. Mais tu peux pas croire en Dieu puis tu as dit que tu es RHDP. Le PDCI est un parti qui est terminé. C'est fini. Tout ce que vous allez à faire maintenant, c'est courir après ceux qui vont venir prendre le pouvoir là, pour demander des petites places, pour essayer de toujours avoir de quoi notarier le reste de marbre qui vous reste dans vos maisons. Merci mon frère. On va repartir sur le panel de l'autre tout à l'heure. Merci. Non, mon frère. Soleil, Idriss a répondu à ma question. Hein. Moi, je pense que ça y est là. Mon frère, merci beaucoup. Et puis, merci pour vos contributions, mon frère. Il ne te savait pas tranchant. Pour plus donner cadeau, quand il vient, il faut monter. Hein. Faut laisser les fleurs. D'accord, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Et puis, Annie, beaucoup de bisous à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon frère. Idriss, bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci et puis bonne soirée chez toi, mon frère. Voilà. En fait, dire répondre
à la question de Annie, voilà, c'était ma conclusion. Parce que j'ai attendu des personnes défendant donc à mettre reprise la position ou la posture, donc celle adaptée par le PDCI RDA, dit RADP. M. Tidiane Thiam, ses propos ont été interprétés sur l'aspect métaphysique ou voire théologique. J'ai entendu un monsieur qui a soutenu une thèse à l'université ici en Europe, donc qui est désormais titulaire d'une thèse, option droit concurrentiel, donc qui est avocat, m'a dit que la phrase, célébrisme, phrase qu'a prononcée Tidiane Thiam, en disant dans 7 jours, on allait libérer la Côte d'Ivoire, le monsieur là m'a dit de me réchausser, de rebondir sur ce qu'on appelle la théologie. Il dit, quand M. Tidiane Thiam m'a dit, dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée, ce n'est pas dans les 7 jours qu'une action sera menée en Côte d'Ivoire. Il a dit ça dans un esprit théologique et M. Tidiane Thiam a finalement présenté ses excuses pour ceux qui n'ont pas entendu le sens de sa phrase. C'était sous l'angle de la théologie. C'est-à-dire que c'est biblique. Voilà. Annie, j'ai entendu quelqu'un qui défend Thiam dire, j'ai pas envie de citer son nom, il dit que c'était biblique. Est-ce que tu as compris? Cette phrase que tu as entendue là, c'est comme le prêtre a dit, buvez le sang du Christ. Il n'y a pas de débat à demander si c'est réellement le sang du Christ. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà l'explication que j'ai eue de cette phrase-là. Voilà. Maintenant, bonsoir chez vous. Et puis, on va se retrouver sur d'autres cieux. On nous avait traité hier, ce monsieur Tidiane Thiam que vous voyez derrière moi, il a été un homme de proverbes. Il a été donc avec Blé Goudé, peut-être qu'il a eu des entretiens avec Blé Goudé, à huis clos, comme il aime bien le faire, et donc il a été initié au proverbe. Il a dit, quand il n'avait pas encore tissé d'alliance politique en Côte d'Ivoire, qu'il ne veut pas mettre du serpent dans son pantalon. Vous avez entendu cette phrase, non? Il a dit qu'il ne peut pas mettre un pantalon, du serpent dans son pantalon. On lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par là. On a dit qu'il parlait du GPS. On dit non, qu'il parlait du PPACI. Et finalement, ces défendeurs n'ont pas pu expliquer cette phrase-là, qui était une forme de métaphore, en disant qu'il y a le serpent, on ne met pas un serpent dans son pantalon. On s'est tué. On n'a pas trouvé la chute de sa phrase. Les gens qui aujourd'hui qui attaquent Gbagbo nous ont dit non, on ne parle pas de PPACI, hein, mais on veut parler de Soro Kibaforigou. Finalement, le PPACI, dans le discours de fin d'année de M. Tidiane Thiam, il a finalement pas avoué que le serpent là, c'est le PPACI qui parlait, que nous sommes un parti de violence. Mais qu'est-ce que Tidiane Thiam est donc venu chercher avec un parti de violence? C'est à ce moment-là que je le considère comme étant quelqu'un de fourbe. Il fait de la fourberie. Ce qu'on dit fourberie, c'est l'amplification du terme de qu'on appelle hypocrisie. Comme l'hypocrisie est tellement adaptée aux Français familiers, c'est-à-dire à Gamé, tout le monde dit tu es hypocrite. Mais quand tu dis à quelqu'un à Gamé, s'il ne veut pas te donner un coup de couteau dans ton corps, tu lui dis tu es fourbe. Et puis il dit, mais ça veut dire quoi? Tu dis, quand il attend le mot fourbe, ça a une connotation, ça a une prononciation, la phonétique est tellement bonne. C'est comme si c'était un refrain de la chanson. Tu lui dis, tu es fourbe. Lui, il va partir à un puis on dit, je suis fourbe. Ça veut dire qu'il va attendre que c'est fort, ou bien il est fourbe. Il va dire, mais c'est beau, ce que le monsieur m'a dit. Mais dans la réalité, c'est une insulte. C'est pas ta mère con qui injure. Il y a des expressions qui sont des injures. Monsieur Tidiane Thiam a fait de la fourberie avec le PPACI. Et quand on parle de ces situations gravissimes mettant en cause la vie des Ivoiriens, il y a donc des gens qui veulent se jouer les équilibristes en partant sur des panels à l'effet de défaire ou de dépeindre notre combat, notre lutte. Hier, ils ont joué les équilibristes, ils en continuent d'en jouer. Mais moi, cela, il va le dire. Sur la toile, j'en ai connu des bons, des moins bons, des plus bons, des mauvais. Mais leur action dans ma vie ne peut nullement m'impacter. Parce que j'ai atteint l'âge de la majorité, où je suis civilement responsable, où je suis pénalement responsable. Mes facultés ne souffrent pas, ou ne souffrent d'aucune ambiguïté. Mes facultés ne sont pas alternées. Donc, nul ne peut m'envoyer dans le sens de sa réflexion. J'ai ma réflexion, je dis des choses. Mon libre arbitre ne peut pas être mis sous un parapluie, comme le donne quand on veut. J'ai un libre arbitre. Je suis du courant positiviste. Donc, je ne suis pas dans le courant de la théologie, où on dit mange, tais-toi, c'est Dieu qui t'a donné. Non, on ne discute pas. Dans la métaphysique et dans la théologie, on ne discute pas. Nous sommes à l'ère contemporaine, où les sciences connaissent l'évolution. Pourquoi vous voulez que ma pensée reste statique et que ma pensée reste donc à l'état de la pierre taillée? Non.
Les choses évoluent. Il y a aujourd'hui, il y a le modernisme. Laurent Gbagbo a envoyé ce qu'on appelle le modernisme de la politique ivoirienne. La pluralité des pensées. Non, celui qui est certainement fini ou qui est fatigué de la politique que mène Laurent Gbagbo, qu'il aille se reposer. Abdelaziz Bouteflika, l'homme secrétaire général de l'ONU, a pu diriger l'Algérie en étant dans un fauteuil roulant. Abdelaziz Bouteflika a pu diriger donc ce qu'on appelle l'Algérie en étant dans un fauteuil roulant. Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve contraire, il est en possession de ses facultés. Contrairement à celui qui est au pouvoir, qui lui dit demain bonjour et qui ne sait pas que, à la réalité, qu'il fait nuit, qui a donc la pensée d'un vieux Yacouba. Parce que quand le vieux Yacouba te dit mon cas pobo, tu cas pobo, faut demander au vieux Yacouba est-ce qu'il y a nourriture dans l'assiette. C'est-à-dire, on va manger Yacouba. Parce que le vieux Yacouba peut te vendre un rêve. Parce qu'en la réalité, il n'a pas les choses qu'il a en main. Il se vante une vie miroitée, une vie d'aisance, mais qui n'existe pas. Alassane Drama Ouattara est donc atteint de ce qu'on appelle une maladie d'Alzheimer, trouble du comportement et trouble de la pensée. Laurent Gbagbo n'a jamais eu de trouble de pensée ni de comportement. Quand Laurent Gbagbo parle, il parle sans feuille. Il n'est pas comme Alassane qui dit j'ai écrit hier le discours, j'ai pensé qu'on était à la 6e page, alors qu'il est à la fin de la page. Laurent Gbagbo n'est pas comme Tidiane Thiam, qui est dans la bassesse à la Gadou, qui, lorsqu'on l'interroge sur un plateau de télévision, pense que la Côte d'Ivoire est un royaume, une principauté. Donc, lui peut dire, il y a des individus en Côte d'Ivoire qui m'insultent, qui me traitent de bâtards, des fils, des imbéciles. Laurent Gbagbo ne le dit pas. Laurent Gbagbo soigne son discours, il soigne son image. Si je suis friand de Laurent Gbagbo, que dis-je quand je pousse son idéologie? Et c'est où je vais. Je ne suis pas perdu. Le PDCI, à ceux qui disent qui est-ce qui va remplacer Laurent Gbagbo demain dans son parti politique, je tiens à vous dire du vivant de Henri Konan Bédié. Ceux qui se disent aujourd'hui que nous au PPACI, nous sommes des oui, du vivant d'Henri Konan Bédié. Je mets quiconque au défi. Je suis là ma main et je tiens même la Bible en main. Du vivant d'Henri Konan Bédié. Que tu sois jeune, que tu sois vieux. Quand Bédié dit je suis le président du PDCI, ça ne se discute pas. Est-ce que vous avez compris ce que dit? Du vivant d'Henri Konan Bédié, nul ne peut s'autoproclamer président ou candidat du PDCI. Jamais. Comment se fait-il que ce Bédié vivant, en 2022, que Tidiane Thiam aille voir monsieur Ouattara et lui dire à l'insu de Bédié, j'ai envie de briguer un mandat présidentiel? Voilà mon interrogation partielle et je pense que ce soir, avant de dormir, vous trouverez des réponses probantes à cette question. Du vivant d'Henri Konan Bédié, nul ne peut prétendre être président du PDCI RDA. Tu dis que tu essayes, tu viendras demander pardon à Bédié. J'ai vu Charles Konan Bani, j'ai vu l'Amara Echi. Il y a eu des négociations pour aller demander à Bédié pardon. Du vivant de Bédié, nul ne peut prétendre être président du PDCI RDA. Comment Bédié est en vie et M. Tidiane Thiam va aller dire à l'insu de Bédié à M. Ouattara que j'ai envie d'être président de la République de Côte d'Ivoire, alors que Tidiane Thiam se dit être cadre du PDCI RDA. Allez réfléchir et puis vous venez. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais mes questions sont essentielles. Elles ont une portée, elles sont primordiales. Elles relèvent d'un débat contradictoire, d'un débat réfléchi, loin de ces petites filles qui n'ont même pas 5 francs pour se mettre des perruques sur la tête. Loin de ces petits garçons qui sont fans de Jamaïca, Gara Safari, qui apparaissent sur la toile avec des losques. Loin de ces personnes qui ont la belle langue, des langues de bœuf dans les bouches. Quand en parlant, ils ne peuvent même pas formuler une phrase. C'est pas de ça que moi je mange. Je ne suis pas quelqu'un qui masse ou mastique ses lèvres ou qui en découverte à Abidjan. Je suis quelqu'un de bien et qui parle en bien. Si je prends congé de vous en vous souhaitant une bonne nuitée. Pas d'être nu dans votre lit, mais que Dieu vous couvre de grâce. Que ce soit ainsi. Allez, hasta la vista. Dubaï, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Je vous aime. Puis à bientôt les gars. C'était moi, Soleil Gavane. Meilleur, t'es le meilleur, boss, t'es le meilleur. Je t'aime, je t'aime. Dites à la femme qui a mis ma photo sur sa page là, que moi, Soleil, on m'a pas mis dans une case à Caen pour que je sois si touristique. Maman? La vieille Godgotte, là, c'est une casse-croûte. C'est une Je ne casse-croûte. dis pas son nom, mais je lui dis, maman, j'ai ton documentaire. Où ils t'ont mis dans une case ici, dans un site. J'ai fait l'université de Caen, je vous dis ça. Quand j'étais à l'université de Caen, on m'a montré un site où ils ont mis des noix.
Et puis les Blancs partaient les regarder dans les cases et puis ils bougeaient. Oui, oui. Non, Annie, c'est un sujet qui est très sérieux. J'ai fait l'université de Caen. J'étais du côté de l'université de Caen. Là où, Annie, je ne sais pas si tu connais, mais au centre de l'université passe le tramway. Voilà la gare de Caen. J'ai demandé, j'étais donc dans une cité universitaire, et puis pendant les cours, je croise un jeune Ivoirien qui enseigne à l'INGS ou à l'Institut de formation sociale à Abidjan. Et puis, il me dit, dans les échanges, il dit, il y avait un site touristique ici en Normandie où on mettait des Noirs qu'ils ont pris à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les guerriers, les rebelles. Là. Ils ont pris des gens qui dansaient, quand on lançait en haut, là, et puis ils dansaient. Ils ont fait un projet, ils sont partis les ramasser. Et puis on les a mis à Caen ici, avec d'autres Africains. Et puis des Blancs partaient là-bas. Les femmes là, celles qui passent sur les réseaux sociaux de Babo de nous là, elle était dans une case. Et puis on lui dit, bah, on tape, et puis elle danse. C'est des humains, comme nous là, qui ont découvert le site, qui ont condamné la France. Et aujourd'hui, ces personnes ont été apprivoisées. Donc je ne parle pas à un être qui est apprivoisé. Est-ce que vous comprenez le français? Je ne parle pas aux êtres apprivoisés. Cela, envoie-moi la vidéo s'il te plaît. Je vais la chercher pour te l'envoyer. Je ne parle pas aux êtres apprivoisés. La dame là, elle a été apprivoisée. J'ai pas envie de montrer son image, mais elle a été apprivoisée. Je pense qu'il t'a envoyé cette vidéo, mais ça date. Elle a été apprivoisée. La dame, je vous dis, c'est un souci, mais elle a été apprivoisée. J'avais partagé une vidéo, mais je pense qu'elle a été apprivoisée. Oh, mais je vais trouver la vidéo. Je l'ai envoyée une fois, mais c'est un sujet qui est très grave, délicat. Elle a été apprivoisée. Oh, ça fait pitié hein, qu'une personne soit apprivoisée. Est-ce que vous comprenez le texte quand on dit quelqu'un d'apprivoisé? Elle a été apprivoisée. Mais c'est pas... Annie, on va envoyer cette vidéo-là, mais... si tu regardes bien sur ton numéro, tu auras la vidéo aussi, parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont supprimées. T'es sûr que tu m'as ramené la vidéo là déjà? Ben toi, tu as deux numéros. Je vais voir si ton WhatsApp, si ton autre truc là, ton autre numéro là. Oui, il t'envoie le lien. Il t'envoie une vidéo. Tu m'as ramené ça et puis je n'ai pas fait attention, je ne sais plus. Mais de toute façon, nos conversations sont là, donc je vais vérifier pour voir. Il y a ces personnes qui sont sur l'image là. Bon, voilà, à l'origine, c'est une danse africaine. Voilà, écoutez. Écoutez. Parlons de Yannick Noah. C'était aussi, alors, en 1994, une marque de biscuits au chocolat en France, et elle était l'un des principaux sponsors de ce village installé dans un parc animalier à Port-Saint-Père, près de Nantes, nom qui, soit dit en passant, a été le premier port négrier français au XVIIIe siècle. Dans ce village africain vivaient des figurants, une vingtaine d'Ivoiriens que les dirigeants du parc étaient alors chercher dans leur pays. On était sur le podium, c'est comme on était des animaux qui sont les prendre en bouche pour venir déposer, voilà. On était là seulement à lancer et ils prenaient une photo. Daniel Laurent a dit qu'on n'a qu'à danser, c'est nu. Qu'il y a des gens qui payent pour entrer, et voilà, pour que les gens puissent venir tout en regarder. Quand ils viennent nous interroger, ça va, vous n'êtes pas gênés, on est obligé, on leur dit non, on n'est pas gênés, on souriait, oui, tout va bien. Alors qu'on était mal dans notre peau. Des femmes exposées, seins nus, il y avait aussi des hommes, des enfants. Parmi eux, il y en avait 2 dont les parents étaient restés en Côte d'Ivoire, et des enfants qui n'étaient même pas scolarisés. Un zoo humain, c'est l'expression utilisée dans ce documentaire qui a ouvert. Vous avez vu la... T'as vu? Un zoo humain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Un zoo humain. Monsieur, n'écrivez pas le nom de quelqu'un sur mon panel. Monsieur, n'écrivez pas ce nom, j'ai pas envie de donner la visibilité. C'est pour ça qu'il dit, je ne parle pas aux apprivoisés. Annie, est-ce que tu connais le terme apprivoisement? C'est rendre quelqu'un, rendre un animal de brousse humain. La personne qui vient de parler, la vidéo là, je t'ai envoyé, c'est tout ton lien, il vient de regarder. Ils l'ont apprivoisé. Et ça, je vais voir. Voilà, elle était donc dans un zoo humain. Je me suis trompé de la ville, parce qu'on était parti en prospection, c'est à côté de Nantes. Tu sais que Nantes n'est pas loin de Caen. Loin de Caen, ouais. Nantes et Caen. Donc elle était apprivoisée. Je vous demande d'aller regarder la vidéo. Hein. Ils ont mis la dame là dans un camp. Et puis on lui dit de danser. Vous connaissez les petites danses guerriers Wabel, non? Où on laisse les petites filles seins nus, et puis ils mettent les chapeaux, et puis on les lance en haut là. On te lance et puis on te prend un couteau là. Tu n'as pas regardé ça au village? C'était une danse magique. Non, j'ai jamais vu ça, Soleil, j'ai jamais vu ça. Nous, on a vécu au village. Donc, attends, il y a donné l'information aux gens. Ceux qui sont dans les commentaires, vous connaissez ces danses-là, non? Avant, quand on était dans les villages, ils viennent comme ça, les gens de l'Ouest là. Ils viennent dans les villages et puis ils dansent tout. Et puis quand on prend l'enfant là, puis on lance en haut comme ça. Et puis on prend le couteau là. Et puis on met le couteau en bas. Et puis ça pique, on dit, on l'a pilé, et puis tout. C'était une magie. C'est ça, les Blancs sont partis en Côte d'Ivoire. Et puis la dame là, qui met ma photo là, ils l'ont pris au village, on dit, hey, c'est la danse bien. On dirait qu'elle ressemble un peu aux animaux là. Et puis ils l'ont pris. Ils sont venus avec elle à côté de Caen et puis Normandie. On les a déposés là-bas, ils ont fait un zoo humain. En fait, quand elle est en train de parler là, elle a le trauma, les séquelles de ce qu'elle a vécu. Les Blancs partaient là-bas, excusez-moi,
Je suis contre ce principe-là. Depuis que j'ai regardé ce documentaire, j'ai vu le site, je vous ai dit que je suis contre. Quand il y a du blanc dans la rue, là, au nom de Dieu, c'est qu'il a voulu faire là, c'était une bêtise. Les blancs partaient pour les filmer, avec les enfants. Et puis il dit, allez, il touche, il dit danse. Et puis quand ils arrivent, on dit, venez, sortez. Sortez. De la manière quand les gens de voyage ici, là, ils font des cirques, là. Les animaux. Annie, tu les connais, non? Il y a des blancs ici qui font les cavaliers qui sautent. Et puis ils vont dans. Ici, Soleil, ici. Dans les villes, et puis ils prennent les animaux. Si c'est des lions, ils ont. Exactement, exactement. C'est comme ça qu'on faisait à la dame, là. Quand les gens viennent, on dit, ils sont arrivés. Comme les fêtes foraines, là. Tu connais, non? On dit sortir. La foraine, Soleil. Vas-y. On dit sortir. Et puis ils viennent. Et puis elle vient. La danse des jongleurs, la danse dans les cirques. Oui, Voilà, la elle danse des danse jongleurs. comme ça. Elle danse comme ça. Et puis on dit, venez. Ceux-là, c'est os humains. C'était en quelle année? Ça date, hein? Ça a été, la France a été attaquée. Avant 2000. Avant 2000. Oui, c'était dans les... Non, mais il y a longtemps, elle était là dans les années... C'est des années 95, ça date, hein? Ça a été un vieux zoo. On était jeunes, nous. On était jeunes. Mais la dame, c'est pas une petite femme. C'est un vieux zoo, hein? Annie, la France a été condamnée par ça, hein? La France a été condamnée. Elle a dédommagé des familles. Et tous ont été reconnus français. On leur a donné des papiers directement. On les a dédommagés. Le zoo humain en France. Ça veut dire qu'un zoo où on partait trouver les gens, alors que le zoo veut dire les animaux. Mais ils ont mis zoo humain pour dire que et ils ont mis les hommes là-bas, aller les regarder. Je t'ai envoyé le lien. La vidéo là. J'ai fait écouter puis je coupe le live. Je vais voir ça après. Je mets la vidéo, mais écoutez, dès que vous finissez de la couper, écoutez, je coupe le live en même temps. Écoutez, c'est la dernière fois pour lui revoir. Je n'ai pas montré l'image de la personne, vous allez reconnaître qui est dedans. Bon, voilà, à l'origine, c'est dans quelques années. Ils vont venir s'excuser. Bon, là, c'est le titre d'ailleurs de ce documentaire réalisé par Johan de Montgrand et François Tchernia. Bon, voilà, à l'origine, c'est une danse africaine. C'est devenu un mot à connotation raciste, on l'a dit tout à l'heure en parlant de Yannick Noah. C'était aussi, alors, en 1994, une marque de biscuits au chocolat en France. Et elle était l'un des principaux sponsors de ce village installé dans un parc animalier à Port-Saint-Père, près de Nantes. Nantes, qui, soit dit en passant, a été le premier port négrier français au XVIIIe siècle. Dans ce village africain vivaient des figurants, une vingtaine d'Ivoiriens que les dirigeants du parc étaient alors chercher dans leur pays. On était sous podium, c'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en brouche pour venir déposer, voilà. On était là seulement à danser et ils prenaient photo. Daniel Laurent a dit qu'on n'a qu'à danser, c'est nous, qu'il y a des gens qui payent pour entrer, et voilà, pour que les gens puissent venir tout en regarder. Quand ils viennent nous interroger, ça va, vous n'êtes pas gênés, on est obligé, on leur dit non, on n'est pas gênés, on sourit, oui, tout va bien. Alors qu'on était mal dans notre peau. Des femmes exposées, seins nus, il y avait aussi des hommes, des enfants. Parmi eux, il y en avait 2 dont les parents étaient restés en Côte d'Ivoire. Et des enfants qui n'étaient même pas scolarisés. Un zoo humain, c'est l'expression utilisée dans ce documentaire qui a ouvert... Vous avez vu la vidéo? Oui. Des zoos humains. Bon, c'est comme je quitte en France ici, je prends mes enfants. Et puis je dis allô au zoo d'Abidjan. Et puis je vais au zoo d'Abidjan avec mes enfants. Et puis moi, je sors du zoo. Et puis mon enfant me dit, papa, il y a le lion là. Ou l'éléphant là, qui a pris ton habit, et puis il a mis sur TikTok. Et puis on dit le lion là, ou l'éléphant du zoo là, a pris ta photo, et puis il a mis ça sur sa page TikTok. Et puis moi, il est parti faire live sur l'éléphant pour dire, l'éléphant, est-ce que l'éléphant comprend mon langage? Est-ce que l'éléphant comprend mon langage? Zoo humain. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est dedans, on dit ça. Non, je ne suis pas content, on dit de danser, puis il danse. Moi, j'ai parlé de ça. Les gars, à demain. En tout cas, le zoo humain a exposé vos photos, hein. C'est toi. Ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Quand il dit essayer de documenter, là, on pense qu'il m'amuse. Et Majou, à demain. Porte-toi bien, ma petite. Porte-toi bien. Demain, on est sur le panel de 11. Tu dis à demain. Mais est-ce que Amajou est abonné à panel à 11? Ah, Majou aussi, toi. Majou, je la vois souvent, je pense. Je pense que je me trompe. Moi, je la connais pas. Moi, c'est maintenant, il vient de voir qu'elle est abonnée à moi. À demain. Allô. On se retrouve chez Soleil, on se retrouve chez Hans tout à l'heure. On va faire une veillée politique tout à l'heure. Merci d'être là, merci beaucoup à vous et puis à tout à l'heure chez Hans. Merci beaucoup. Soleil, à tout à l'heure. Maintenant, Soleil, tu as des comptes à me rendre. Hein? Non, tu as des comptes à me rendre, toi, Soleil, toi. Tu étais censé me rappeler. À tout à l'heure. J'ai appelé ma femme, c'est ça. À tout à l'heure.